Hop, il est 8 heures. J'avais l'air surpris, mais je le suis un peu. Je suis pas très réveillé ce matin. Salut tout le monde. Alors, on va faire comment ça s'appelle, les tests d'usage. Hein. Est-ce que le son ça va? Est-ce que l'image ça va? Est-ce que Antoine ça va? Est-ce que Maggie ça va? Oui, je suis de retour à la maison. Et voilà. Hier, c'était Antoine qui s'y collait. Bon, tout va bien. Super. Merci Ariov. Merci Fuc Macron. Merci Antoine. C'est magique. C'est absolument magique. Comment ça, papy de réveil difficile? Non, j'ai pas du tout une voix grave. Non, non. Je trouve que du coup, ça va être très doux cette revue de presse ce matin. On va être dans la bienveillance, dans le fait que tout le monde puisse s'exprimer, mais sans violence, hein, comme dit Emmanuel Macron. Salut tout le monde, bienvenue. C'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est tous les matins à 8 h sur Twitch. N'hésitez pas de vous abonner, bien sûr, de faire la pub, la promo. Bien sûr, oui, Mimi est en gave. Y compris si vous allez en garde à vue, hein, parlez-en aux policiers autour de vous. Si vous êtes chez vous et qu'il y a de l'orage, n'hésitez pas, ouvrez la fenêtre, hein, et criez, hurlez au balcon, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Pas de costume ce matin, non, c'est vendredi, c'est casual wear at the office, hein, on dit comme ça. Merci pour les subscriptions, merci à tous. Alors, le programme, donc oui, Mimi Marchand est en tôle pour l'affaire du pognon libyen de Sarkozy, et là je suis trop content, pas parce qu'elle est en tôle, hein, on se réjouit pas quand les gens vont en tôle, mais Mimi, bon quand même, c'est celle qui a été comme ça derrière le bureau de l'Élysée, qui a fait la campagne avec Brigitte, hein, qui a mis en scène Macron pour qu'il puisse faire son hold-up de 2017, c'est elle qui est copine aussi de Xavier Niel, qui est la papesse en fait des paparazzi, qui connaît tous les coups fourrés, qui a aidé Benalla à planquer son coffre, et c'est elle aussi qui visiblement a aidé Takieddine à changer son témoignage. Jed Takieddine, c'est un homme d'affaires qui a fait le lien entre les Libyens et le clan Sarkozy et qui a ramené 5 millions d'euros en cash à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy. Ça, c'est ce qu'il a dit au juge. Puis après, il a dit ah, bah non, mais en fait, c'est plus compliqué que ce que vous croyez. Puis après, il a dit bah non, en fait, oui. Et donc là, Mimi est en tôle pour être entendue par la police avec d'autres affreux, l'homme d'affaires Pierre Reynaud et un journaliste de Paris Match. Voilà, pour éclairer les coulisses d'une interview stupéfiante de Zalia Takieddine. Alors, moi je suis très content parce que c'est, donc, comme je le disais, pas parce qu'elle est en tôle, mais parce que c'est le sujet de notre pièce, en fait, hein, notre spectacle documentaire, qui s'appelle L'homme qui tue Muammar Kadhafi, que nous avons monté avec Superama et l'aide du Manège, la scène nationale de Maubeuge. Et donc dans cette pièce, évidemment, on parle de Ziad Takieddine, on explique qui il est, pourquoi il a fait ces choses-là, qu'est-ce qu'il voulait. Attendez, je la cherche, Mimi, elle est là. Elle est là normalement. Non, elle n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, c'est compliqué ce matin, je vous jure. Je vous jure, c'est compliqué ce matin. C'est peut-être ça. Non. Voilà, ça c'est Mimi. Ah, voilà. Et donc, on explique dans ce spectacle documentaire les coulisses, hein, de financement de la campagne de 2007. En ce moment, il y a le procès Big Malion. Ça, c'était le financement de la campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy, avec des dépassements de plus de 30 millions d'euros de la surfacturation via la société Big Malion. Nous, on s'intéresse aux millions, 50 millions, hein, du dictateur libyen qui a servi à Nicolas, peut-être ou pas. Et donc, dès qu'on parle de cette affaire dans la presse, c'est bon pour notre pièce. Et donc, je vous invite à venir nous voir tout le mois de juillet au Festival d'Avignon. On fait le off au théâtre qui s'appelle le 11. Et ce sera tous les soirs à 17 h qu'on va présenter ce spectacle, sauf le lundi. Donc voilà, du 6 au 29 juillet, c'est noté. Et non, on ne cache pas, vous allez voir, c'est assez cocasse quand vous comprenez l'ampleur de cette affaire, dont on ne parle pas encore, là on est sur les écoutes, on est sur Big Malion, mais voilà, c'est vous dire que Nicolas Sarkozy est dans les affaires jusqu'au cou. Alors tout ça, bien sûr, c'est de la calomnie, hein, évidemment. Tout ça, c'est pour tuer le président adoré des Français. Mais non, ça va être plus compliqué. Donc voilà, super piqûre de rappel sur cette affaire libyenne. Et puis en parallèle, puisque la Libye n'en finit pas de faire parler d'elle en ce moment, Macron avait reçu le Premier ministre libyen
il y a quelques jours de ça, pour dire ça suffit, hein, ça suffit de faire les yeux doux aux Turcs et aux Russes. Hein. Maintenant, c'est les Français, on va faire des trucs. Alors que les Français sont en train de montrer les gros bras au Mali en disant bon, si ça continue comme ça, on s'en va, hein, on s'en va, ça suffit. Bon, l'ingérence, ça n'en finit pas, et c'est quand même un truc assez dingue. Quelle indignité! Quelle indignité. Alors, il y aura une captation de la pièce, je ne sais pas, parce que le but, c'est de la vendre, cette pièce, au théâtre, donc je ne pense pas qu'il y aura de captation dans un premier temps, peut-être après, une fois qu'on l'aura tournée. Par contre, ce qu'on espère, c'est venir la présenter un peu partout en France, et même ailleurs, et on a déjà des dates. On sera au théâtre de Troyes en mai 2022, en plein pendant la campagne présidentielle quasiment. Et puis d'autres théâtres, j'espère, vont acheter cette pièce et vont nous permettre de venir vous voir un peu partout. Le Qatar, bien sûr, évidemment que c'est lié avec le Qatar, puisque la guerre contre Kadhafi a été faite par Nicolas Sarkozy, avec l'aide des Américains, mais surtout, et beaucoup du Qatar, qui avait intérêt à dézinguer Kadhafi. Et après sa défaite en 2012, Nicolas Sarkozy est clairement devenu l'homme, la tête de pont du Qatar en France, à la fois avec les prises de position dans Accor Arena Hotel, les Qatar Papers que vous avez pu avoir, et beaucoup d'autres choses. On voit vraiment qu'il s'est d'abord, il a récupéré le pognon chez Kadhafi, puis après il s'est dit oh, bon, ça y est, ça c'est fait, il va me balancer. Alors hop, il est allé chercher le pognon chez les Qataris. Et puis, s'il n'y avait que lui, mais ça fait des années que les responsables politiques français vont se financer auprès des pétromonarchies, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais d'autres, hein, soit par les rétrocommissions, la vente d'armes, on l'a vu avec l'affaire des frégates de Taïwan. Mais voilà. Alors, j'ai un micro, mais je ne l'ai pas ce matin, je suis désolé, mais il y a déjà un micro, t'inquiète, et Tyler Durden. Je sais, et j'espère qu'on viendra, bien sûr, à Fontenay, en Seine-et-Marne, partout. Un début d'imitation de quoi? De Nicolas? Vous voulez quoi, Madame Lapique? J'ai tout dit, c'était carte sur table. Tout le monde fait Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est l'homme politique le plus imité dans les repas de famille, Nicolas Sarkozy. Voilà, donc ça c'était pour un début en fanfare et de l'autopromo éhonté. Voilà. Si, alors l'Élysée communique, Ruby Cléo, en réalité, hein, il suffit de suivre l'agenda du président qui est publié, alors pas tout le temps, mais sur les visites internationales, sur les pages de l'Élysée, vous savez, qui rend visite au président. Et après, évidemment, les images ne sont pas forcément montrées, tout ça reste de la diplomatie, donc sauf si le leader a envie de se montrer. Il y avait ce truc assez marrant quand Al-Sisi, président égyptien, est venu à Paris, où il a été reçu par Anne Hidalgo sous les ordres de la République, avec des embrassades et tout, c'était il y a quelques semaines, hein, et donc Hidalgo zip, l'Élysée rien, et alors Al-Sisi, il a cramé tout le monde, parce que lui, via sa chaîne officielle, il a publié la visite, donc il était reçu comme un copain de ces mecs-là, tous ils étaient bien embêtés parce qu'ils ne voulaient pas se montrer tout sourire avec Sisi. Voilà, c'est comme ça, hein. Que voulez-vous, c'est un monde moderne, un monde de merde parfois aussi, un monde merveilleux, ça dépend comment on le prend, hein, voilà. Alors au programme ce matin, avant de commencer, donc ça c'était pour une mise en jambe Mimi Marchand quand même, on est sympa avec vous, hein, merci aux nouveaux abonnés, merci à vous de faire la promo de cette revue de presse, continuez, hein, on a besoin d'être de plus en plus nombreux, on est bientôt 3000 ici, et en live 300 souvent, voire plus, donc c'est super. Et l'idée, c'est de continuer de faire ça jusqu'au présidentiel et au-delà, en fonction de la force que vous nous donnerez, et des finances du monde moderne et de notre état de santé mentale et physique à Antoine et à moi. Évidemment, ça fait beaucoup de paramètres, vous allez me dire, mais on fait ce qu'on peut, et puis on reste bienveillant, tout ça avec cet amour de la presse affiliée aux milliardaires. Et donc ce matin, vous allez voir, il y a quand même des choses. Macron qui continue son tour de France, je ne peux plus le voir lui, mais bon, il continue. Philippe qui va être décoré, Édouard Philippe qui va avoir un petit ding-dong. Vous connaissez Monsieur Cuisine Plus? Non? Ah, il y en a qui connaissent peut-être, mais vous allez voir, il est de retour et les gens sont très contents. Une campagne contre l'inceste, des numéros d'urgence qui ont fait pchit, un énorme bug dû à
à Orange et au fait que Orange, c'est tout simplement une honte qui n'entretient pas son réseau, qui fait n'importe quoi et qui va évidemment même pas se faire taper sur les doigts. En fait, c'est comme ça. Que voulez-vous, hein? On privatise à tour de bras, on a des nouveaux process de néo-management, il faut aller super vite avec moins. À la fin, ça fait boum, mais c'est pas grave. Vous allez voir encore dans l'opinion ce que nous prépare Emmanuel pour le 14 juillet, au-delà de la photo de McFly et Carlito. Libé qui parle des taxes de Joe Biden, de Mélenchon aussi, d'une affaire raciste dégueulasse, de ce jeune cuisinier qui voulait faire une déclaration en mariage à sa compagne et qui a loué un appartement dans le 16e à un énorme salopard raciste qui depuis a disparu des radars. Il a fermé sa ligne téléphonique, l'annonce sur Airbnb a disparu, vous allez voir. Et le Figaro où on parle de campagne déguisée, des comptes publics. Alors, il y a des mecs qui ont des idées pour redresser les comptes publics, hein, pour se serrer la ceinture, pour que vous payiez plutôt que les riches payent. Vous allez voir, 10 idées super. Et puis, la famille Dassault qui s'offre une page de pub, hein, d'autopromo parce que Dassault aime le patrimoine et a créé une fondation pour le patrimoine. Voilà, ça c'est pour le sommaire. Si vous restez avec nous jusqu'au bout, on va aussi parler de Jean-Luc Mélenchon dans l'IB. Voilà, alors... On commence. Oui, donc Mime Marchand, je viens d'en parler. Hein, elle a été arrêtée en garde à vue à propos de cette interview de Ziad Takieddine. Donc ça, c'est que du pain béni pour nous tous. Et surtout pour Superama et moi-même et notre pièce L'homme qui tue Muammar Kadhafi. De quoi rajouter, puisque en fait, c'est un spectacle documentaire, donc c'est vivant. Donc on reprend hein, des infos au fur et à mesure qu'elles arrivent pour vous expliquer cette affaire. Parce que c'est vrai, quand on regarde, on a l'impression que c'est compliqué de savoir comment tout ça s'est mis en place, ce système de corruption, pour quelques-uns. Allez, on commence avec le Parisien aujourd'hui en France et ses numéros d'urgence qui ont fait couac, mais il ne parle pas trop de ça en fait dans le Parisien. Il y a une grande interview de Philippe Winter qui dit non, je ne suis pas ruiné. On est rassuré, merci, Dieu lui a donné la foi et tant mieux. Et puis il parle aussi des nanoparticules qui vont changer totalement la médecine. Alors, vous me dites qu'Apolline de Malherbe ce matin présente Raoult comme un fou et Desfrécy comme un héros. Oui, alors ça, le Covid, ça a rendu fou beaucoup. Hein. C'est sûr que Raoult a eu des déclarations où quand même le côté ça fera moins de morts que des accidents de trottinette, c'était pas malin. Le côté d'une petite grippe qui vient de Chine, c'était pas non plus. Après, il a eu raison sur plein de trucs. Et Desfrécy, non, je crois pas qu'il ait eu raison sur quoi que ce soit. Il y a surtout Fauci, c'est le docteur Fauci qui s'occupe de la pandémie aux États-Unis, qui est sous le feu des radars et des critiques parce qu'il aurait financé d'une certaine façon ses recherches du labo P4 à Wuhan. Il aurait essayé ensuite de cacher une potentielle fuite de laboratoire, ou du moins de faire tout pour que la piste de fuite de laboratoire ne soit pas envisagée ou prise pour sérieux. Et il aurait également des liens avec le Parti communiste chinois. Voilà, et tout va sortir. Oui, Fauci est dans une merde noire, effectivement, et j'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. Ça va être compliqué pour lui et pour la suite des opérations. Enfin, ce virus, on va bientôt en voir la fin. Un peu comme Macron, peut-être. Quoique, il n'arrête pas, là, et c'est comme un chewing-gum qui colle. Hein. Là, c'est la dernière année, alors il a dit je ne vais pas rester le cul derrière mon bureau à faire des vidéos avec McFly et Carlito. Hein. Non, je vais venir vous voir, vous allez voir. Et alors, tu as l'impression que c'est l'agent d'assurance de la Matmut. Hein. Tu arrives, tu dis Macron, il y en a marre, on a de moins en moins de sous. Il dit mais comment ça? Mais qu'est-ce que vous me dites là, monsieur? Vous la payez bien plus, votre taxe d'habitation? Et puis, le 0,5% sur les 12% que je vous avais fait avant, hein, le rabais sur le fait qu'en réalité, les cotisations que vous aviez données pendant 5 ans, et puis ça, de toute façon, c'était dans le contrat cadre. Donc, en réalité, vous payez moins, vous voyez. Alors, arrêtez de dire que vous payez pas, en fait. Vous voyez, le contrat est bien fait, hein, vous êtes un bon client. Quand tu le vois parler au mec, tu as l'impression que c'est un assureur foireux, quoi, qui est en train de te vendre de la merde et qui vraiment te prend pour un con. Et ça marche. Et en plus, alors, les gens sont triés sur le volet pour poser des questions, tu vois. Donc, c'est un casting hein, qui fait qu'il va au contact des Français. Et même là, donc, les mecs posent quand même quelques questions, tu vois. Et les gilets jaunes, alors, et machin. Et hop, et comme c'est des questions qu'il a déjà, il y a la réponse et tout se passe très bien. C'est dingue. C'est dingue. Et alors, donc là, il y a ces faux échanges avec les Français. Il raffole, hein. Ça le rassure. C'est le côté je suis aimé. Et là, il dit bon. Il était dans le Lot ces 2 derniers jours. Alors il a dormi, c'était derrière une citadelle, une rangée de CRS pour pas être embêté au cas où, parce qu'il y avait des gens évidemment qui
planifiais d'aller lui faire un petit coucou. Mais si t'es pas invité, t'as pas le droit. Et si t'es pas casté, t'as pas le droit non plus de rencontrer le roi. Donc, c'était compliqué. Et là, dans le Lot, voilà, il commence à reparler de la réforme des retraites. Alors, le premier jour, il arrive, il est en terrasse comme ça, il fait ouais, c'est bientôt les jours heureux, vous allez pouvoir prendre des vacances. Et le lendemain, il fait bon, mais quand même, les gars, va falloir parler de la réforme des retraites quand même. Oui, monsieur, écoutez, oui, on va reparler du contrat cadre, évidemment. Mais alors, vous avez signé donc le paragraphe 12, l'article 13, les 5% dont vous avez fait ristourne pour la première année, bon, ils sont passés à 15, évidemment. Mais alors, je ne peux plus le voir. C'est vraiment, je ne sais pas si ça vous fait ça. Mais il y a quelque chose de, ouais, voilà, une allergie, ouais, c'est ça, même au ton de la voix, c'est extrêmement compliqué parce qu'il est mauvais acteur, donc à chaque fois tu as un truc qui, presque un truc coronarien, quoi, voilà, et donc voilà ce qu'il dit. Alors je vous fais lecture de l'article quand même. Ça m'a fait pareil avec Sarko. Oui, mais Sarko, oui, c'est fait pareil avec les précédents. C'est grave, en fait. C'est la 5e, ça rend tout le monde complètement taré. Alors, je suis là pour voir avec vous les leçons que l'on peut tirer de cette période. L'année qui reste doit être une année utile. Claironne à tout bout de champ Emmanuel Macron devant les badauds qui se pressent pour le voir, le photographier, parfois même l'interpeller. Badauds qui sont, encore une fois, sélectionnés, triés sur le volet, fouillés, ils ont des petits bracelets pour savoir si tu as le droit d'approcher. Enfin, tout ça est d'une mise en scène, mais digne des pires propagandes des régimes communistes du XXe siècle. Alors, pour son 2e jour de déambulation dans le Lot, je déambule. Tu fais quoi, chérie, aujourd'hui? Je déambule dans le Lot. Ah, c'est sympa. Tu me ramèneras des petites spécialités locales? Oui, pas de problème. Son métier, c'est quoi? Déambuler. Bon, très bien. Le chef de l'État n'a pas varié sa ligne d'un iota. Un retour vers les Français en prise directe et sans filtre. Ouais, vachement, ouais. Quelques filtres de sécurité quand même, quelques castings, et c'est direct et sans filtre. Mais le mec vit dans une fiction. Et il vend sa fiction à tous les JT, à toutes les chaînes d'infos en continu, aux médias d'oligarques. D'ailleurs, j'ai oublié de dire à qui appartient le Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien, il est là. Excusez-moi. Hop, voilà. Tac. Oh bah oui, c'est lui, c'est le français le plus riche du monde. Ah bah ça alors, pourquoi qu'il a un journal? Ah mais ce serait pas pour faire élire un mec qui ressemble à un courtier d'assurance? Ah mais si, mais oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait. Brigitte a épousé un déambulateur. Oui, c'est pas mal, bravo. Vous êtes grave. Et donc... Voilà, je sais plus où j'en ai. Ah ben si, je reprends ma lecture. Donc, dans sa déambulation, en prise directe et sans filtre, oui, c'est ça. Comme le martelait ces derniers jours l'Élysée, et surtout à l'écoute. Alors, ce que j'aime bien avec En Marche, c'est qu'ils sont tout le temps à l'écoute. Mais tu peux dire ce que tu veux, à la fin, ils font ce qu'ils veulent. C'est genre, on a fait un grand débat, on a fait la grande marche, on adore écouter ce que les Français ont à dire, pour après leur mettre bien profond et dire bah oui, mais bon, c'est pas parce qu'on vous a écouté qu'on vous a entendu, ou l'inverse. C'est quand même, et ça marche encore. Enfin, non, je pense que ça marche plus. En réalité, les gens comme vous et moi n'en peuvent plus de cette mise en scène hypocrite et sinistre, mais visiblement, bon, ça occupe encore la sphère politico-médiatique. Voilà, comme le martelet, voilà, et surtout à l'écoute. Bon, c'est donc ce qu'il s'est attelé à faire hier. D'abord le matin, en rencontrant les habitants du village de Martel, puis l'après-midi à Cahors, pour un échange avec les élus du département. Vachement français, ça c'est les élus. Alors d'abord, des citoyens sélectionnés dans un petit village, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'œufs pourris qui arrivent, ou de tarte à la crème, ou pire, que sais-je encore, voilà. Et puis après l'après-midi, les élus, comme ça, tu es sûr que là, les mecs, entre ceux qui viennent à la gamelle, ceux qui sont là pour sniffer un peu, voir est-ce qu'il va se passer un truc pour 2022, est-ce que des fois je pourrais être repéré, machin, tout se passe bien. Des sujets qui fâchent, des heures de discussion parfois musclées, censées nourrir les dernières réformes qui rythmeront la fin de son quinquennat, au risque d'aborder aussi les sujets qui fâchent. Waouh, à commencer par celui des retraites. Mis au placard il y a plus d'1 an, bah oui, à cause du virus évidemment. Et justement, le matin, un retraité interpelle Emmanuel Macron à l'occasion d'une table ronde. Le gouvernement va engager, on ne sait pas trop quand, une réforme des retraites. Je voudrais savoir ce qu'il va en ressortir.
Merci, mon brave. Alors, ça tombe bien parce que j'avais mes fiches. Alors, c'est une question que vous me posez, mais alors, c'est vraiment formidable parce qu'il se trouve que, alors là, j'ai la réponse. Mais c'est tellement bidon que moi, ça me rend dingue, en fait. Je reste poli, mais ça me rend dingue. Alors, donc, puis les gens qui jouent à ce jeu, tu vois, qui sont trop contents. Ah, j'ai vu le président. Bah putain, si tu vois le président, dis-lui 2-3 vérités tu vois. Ah, t'arrêtes quand de faire semblant, quoi. Tu vois. Bref, plutôt en réserve. Alors, une trentaine d'autres administrés. C'était dans la salle des fêtes de Martel. Plutôt en réserve sur le sujet. Ces derniers temps, le chef de l'État n'ignore pas qu'à l'amorce de la présidentielle, le dossier est potentiellement explosif. Ah oui. Et pendant des semaines, au cours de l'hiver 2019-2020, il a même paralysé le pays avant de conduire l'exécutif dans une quasi-impasse. Et oui, puisque c'est une réforme de merde. L'idée, c'est de vous faire bosser jusqu'à la mort, donc personne n'a envie de bosser jusqu'à la mort. Sachant qu'en plus, il y a de la thune, il suffit d'aller la prendre aux riches. Mais non, surtout pas. Macron, il est là pour faire tampon, pour dire ne touchez pas à l'argent des riches. C'est grâce à vous, c'est grâce à eux que vous pouvez travailler. Jusqu'à la mort, d'ailleurs. Merci, mon bon, merci. Bref, on ne peut pas régler le sujet de l'égalité sur les retraites si on ne traite pas celui du financement, répond-il. Bravo. Et il répond bille en tête, comme ça, c'est paf. Je ne vais pas me laisser avoir par ce retraité qui a préparé sa question avec lequel on est d'accord. Attendez, vous allez voir. En le liant à la question de la dépendance, pour laquelle le gouvernement a créé une 5e branche qui reste justement à financer. C'est bien, alors il pense à la dépendance, mais bon, il faut la financer. Le reste, on verra plus tard. Alors vient une question qu'Emmanuel Macron pose lui-même quelques instants plus tard en déambulant dans la rue. Est-ce que nous pourrons refaire une réforme des retraites dans les mois qui viennent, dit-il en déambulant. Je ne sais pas, président, quelle excellente question. Je suis incroyable, c'est incroyable. Là, on est en roue libre du lèche-boulage dans l'article, mais dans la rue aussi, vous allez voir. Donc, il se pose la question à lui-même en déambulant, avec toute sa cour autour. Est-ce qu'on pourrait refaire une réforme des retraites dans les mois qui viennent? Qu'en dites-vous, Richelieu? Où est Mazarin? Je ne le vois pas. Que faites-vous? Mais bon sujet. Alors bon, donc ça pourrait être à Versailles, non, c'est dans les rues de Cahors. Et là, c'est une question que nous devons collectivement nous poser. Je ne pense pas que la réforme qui était initialement engagée puisse être prise dans l'État. En tout cas, pas dans les mêmes termes. Ça, c'est ce qu'il confie, tout en prévenant quand même qu'il est encore trop tôt et même que rien n'est exclu. Traduction, faute de baguette magique, il faudra bien envisager à un moment de travailler plus pour équilibrer le système. Non, en fait, on peut partir à la retraite à 60 ans, on peut même faire des semaines de 4 jours, il suffit simplement que les mecs qui se gavent avec des profits, ils vont se gaver un peu moins. C'est pas grave. C'est pas grave, ça ira très bien. De passer de 10 milliards à 9 milliards, je pense pas que tu vois la grosse différence sur ton train de vie. Surtout après les milliards dépensés pour la crise sanitaire, qui ont encore plus plombé les finances du pays. Alors ces milliards dépensés, c'est nous qui les avons financés en réalité et qui allons les rembourser. Donc il n'y a eu rien de dépensé. En réalité, c'est nous qui sommes maintenant à sec grâce aux politiques d'Emmanuel Macron. De quoi arriver à un potentiel foyer de contestation, au moins d'inquiétude pour les réfractaires au projet. Les réfractaires au projet. Je vous vois les réfractaires, ceux qui ne veulent pas bosser jusqu'à la mort. Mais qui sont-ils? Quels sont leurs projets? Avoir une belle vie? Non. Mais ça va pas. Alors, du grain à moudre pour les oppositions. Qu'à cela ne tienne, pour le chef de l'État, visiblement prêt à en découdre, et à en croire les images d'hier, au loin, un homme le conspue avec véhémence. Or, là, tu te dis, il va se passer un truc. Dans la déambulation, tu vois, il y a Jean-Claude Van Damme qui arrive, un homme le conspue avec véhémence. Vite repoussé par les forces de sécurité. Voilà, c'est quand même... Tu te dis, c'est bien foutu. Alors, vous allez voir le niveau de conspuation. Tu crois que le mec était là genre « Macron, décapitation! Macron, explosion !» Eh bien non. Voilà l'homme qui conspue le roi et lui dit « Moi, j'y ai cru au système. On a payé des études pour nos enfants. Et maintenant, ils sont au chômage. Alors, bravo Macron, mais t'en as plus pour longtemps. » Voilà. Et là, juste pour avoir dit ça,
l'outrecuidant sujet a été éloigné par la police du roi. C'est quand même dingue. Hein. Donc, t'imagines bien la rencontre sans filtre, c'est un filtre qui est commun. Enfin, c'est un filtre nucléaire pour éviter les particules, quoi. Et puis alors, je suis d'accord pour que les gens puissent s'exprimer, mais pas de violence ni d'insultes, répond le président. J'ai vu ni violence ni insulte dans ce qu'a dit ce brave monsieur. Hein, en disant, mes gosses sont au chômage, j'ai payé leurs études, tu te fous bien de ma gueule. Hein. Et non, alors voilà. Donc je suis d'accord pour que les gens puissent s'exprimer, mais pas de violence ni d'insulte. Sinon, au cachot. Alors, quelques secondes plus tard, c'est un autre qui lui rappelle les gilets jaunes et le fait qu'il faut prendre en compte les souffrances. Mon bon roi, prenez en compte les souffrances du bon peuple. Et puis un retraité qui l'aborde sur son pouvoir d'achat en baisse. Ah bon, lui répond l'agent d'assurance. Et votre taxe d'habitation, vous la payez toujours? Non? Alors, avec vous, quand le gâteau est avalé, c'est comme si on n'avait pas eu. Renvoie Macron, entre aplomb et agacement. Bim! Bien envoyé, président. Bravo! Vous l'avez bien remis à sa place, celui-là. Ah, dites donc. Vous voulez qu'on le mette au cachot, sire? Oui, faites donc. Pain sec et à l'eau pendant une semaine, s'il vous plaît. Non, mais on est en 2021, les gars. Alors, moi, j'ai un projet. Hein. C'est Fourche 2022. Ça peut être marrant, hein, mais il faut un peu faire de la muscu. Il faut aller acheter une fourche à Castorama ou ailleurs. Mais franchement, tu te dis, mais les mecs, on vit, c'est l'ancien régime, quoi. C'est l'ancien régime. Le roi déambule au milieu de ces bons sujets. Et là, tu te dis, oh, bah, j'en peux plus de ces cons. J'en peux plus de tous ces cons. Alors, qu'est-ce qui me fait 2 secondes? Je regarde où on en est au niveau du temps. Parce que je prends du temps ce matin, j'ai décidé de prendre mon temps, j'ai décidé voilà, j'ai décidé, c'est comme ça, c'est comme le roi, j'ai décidé. Venez au théâtre, hein, j'y serai, donc tout Avignon, ce sera pas mal. Une fourche à 3 ou 4 dents, alors ça dépend, c'est vrai que c'est un geste technique hein, d'enfourcher, donc ça dépend si vous souhaitez vous attaquer à des blindés ou plutôt à la police du roi. Il n'y avait pas de tuto hein, en 1789, les mecs ils ont récupéré ce qu'ils avaient sous la main, et en même temps en face ils étaient moins armés, et puis il faut savoir que la noblesse était divisée à l'époque. Hein. C'est ce qui fait que Louis XVI va perdre, que certains bataillons vont faire défection. C'est un peu le cas avec ce qui se passe en ce moment dans l'armée et tout. Donc, bon, je ne sais pas. Je me méfierais. Mais revenons à la déambulation du roi, voulez-vous? Nous avons bien de choses à traiter encore. Alors, non, alors bon, enfin, tu leur donnes ça, ils veulent ça, les pauvres. Alors, c'est impressionnant. Et puis alors, j'avais oublié combien ça puait un Français. Tu te rends compte? Alors, je ne sais pas quelle sorte d'aftershave, oh là là, je ne sais pas. Il faudra peut-être faire un Grenelle du déodorant. Hein. Oui, mon brave, oui, mon sire, oui, bien sûr. Alors, Macron continue de répondre avec aplomb et agacement. Vous m'engueulez parce que votre retraite ne monte pas, mais il faudrait qu'il y ait plus de gens pour travailler, ou alors qu'on remonte les cotisations des actifs. Poursuit-il, avant d'égrener que la priorité, c'est le mérite, le boulot et le fruit de son travail. Presque un slogan de campagne. Olivier Beaumont, hein, c'est l'envoyé spécial dans le Lot. Hein. Super boulot, hein. Mec, t'assure. Justement, quand serez-vous candidat, lui demande-t-on. Oh, roi, mon bon roi, revenez, ne nous quittez pas si tôt, 2022, c'est beaucoup trop tôt, venez, nous avons besoin de tout vous, tout. Justement, hein, quand serez-vous candidat? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, je vais devoir prendre des décisions dans les semaines à venir, certaines difficiles, ce ne sera pas un été en pente douce. Moi, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, un été en pente douce? On va pas se la couler douce, hein, Fort de Brégançon, dis donc. Ah non, ça va bosser. Ça va bosser dur, hein, pour foutre en l'air les retraites, pour foutre en l'air tout ce qui reste à foutre en l'air. Il reste qu'1 an, donc faut y aller. Et alors, attends, en rajoutant une pointe de faux suspense. Tant que ces décisions ne sont pas prises, je ne peux pas répondre à votre question. Et certaines des décisions que je prendrai ne pourront peut-être pas rendre cela possible. Voilà, donc il nous refait le coup de l'interview de Brut. Je sais pas, parce qu'il faut suivre, il y a un teasing Macron. Hein. Le mec se travaille comme une série Netflix, un peu, donc il y a toujours des cliffhangers. Et là, à Brut, il avait dit peut-être que la dernière année de mon quinquennat, je devrais faire des choses très difficiles qui feront que je ne pourrai pas me représenter. Et bien voilà, il nous refait la même dans le Lot, dans sa déambulation monarchique, pour dire ah mais attendez mon brave, peut-être que je vais devoir faire des choses très difficiles et que je ne pourrai pas me représenter. Oh non, mon roi, vous ne pouvez pas faire ça, même si vous faites des choses difficiles, nous serons là pour vous aider à les faire avec vous.
Nous avons besoin de vous, et que Dame Brigitte aussi nous bénisse. Oui. Bon, bah, ça me rassure pas sur la santé mentale hein, de mes contemporains. Dans le Lot, ça fout les boules. Hein. Ouais, on dirait une raffarinade, c'est assez dingue, quoi. Et une été en pente douce. Donc, je vous souhaite à tous un bon été en pente douce, un excellent vendredi et un bon week-end. Non, c'est pas fini. Non, on fait que commencer cette revue de presse. Impossible de supporter ce mec encore 5 piges, c'est juste pas possible. Non, bah après, t'éteins la télé, tu lis pas la presse, tu fais pas mon boulot, et ça va, ça passe. Hein. Tu peux, à la limite. Puis après, ouais, non, mais surtout la thune que ça coûte. C'est-à-dire qu'un déplacement, c'est je sais pas combien de bagnoles officielles, je sais pas combien de compagnies de CRS, combien de snipers, combien de mecs traités en amont pour être sûr qu'ils amènent pas le Covid avec leurs questions qui sont déjà écrites par Macron. Enfin, c'est tout ça pour faire des images pour BFM, LCI et les JT de 20h. Merde, quoi. Merde. Et pour être en campagne. Donc, franchement, ça me saoule. Il me saoule. Il n'y a pas que moi qui saoule d'ailleurs. Je suis vénère ce matin. Voilà, moi je suis véhément. J'en ai vraiment ras la cacahuète de ce bon roi. Oh, ce bon roi, alors qu'il va nous faire des mesures difficiles qui font qu'il ne pourra pas se représenter. Mais rendez-vous compte, la crise de nerfs si on n'a plus Macron. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être tout perdu. Jean-Charles, imagine. Si c'est affreux Mélenchon qui gagne et qu'on doit repayer l'ISF, comment on va faire pour payer Harvard au petit dernier? C'est compliqué. Non, les problèmes de pauvres, on s'en fout. Je pose des questions s'il faut manger des pâtes ou des patates. C'est facile, mais nous, c'est beaucoup plus compliqué. Regarde, Luc Ferry a déjà du mal, alors que, bon, Macron fait tout ce qu'il peut, mais avec 4 000 € par mois, il s'en sort pas, Luc. C'est compliqué. C'est dingue. Oui, ça ressemble à un convoi funèbre. Ouais, tu vois, c'est des voitures noires, des corbillards qui arrivent, et puis lui, il est habillé en assurance, en assureur véreux ou agent des pompes funèbres, effectivement. Alors, vous avez choisi le cercueil en marche ou le cercueil à l'arrêt? Oui. On peut mettre du capiton à l'intérieur, regardez, avec des logos de la CGT, si ça vous plaît. C'est plutôt pas mal, ça. Ouais. Du rouge, oui, c'est très bien. C'est un bon choix. Dans ces dernières pensées. Vous avez pensé au marbre? Oui, non, parce qu'on a plusieurs sortes de marbre. Alors, voilà. Donc, vous avez le marbre assurance chômage, le marbre... Non, mais putain. Salut tout le monde. C'est un commercial. Je ne sais pas s'il est bon. C'est un commercial, presque. Il est bon. C'est une autre question à laquelle je ne tenterai pas de répondre ce matin. Et puis alors oui, donc on reparle de Cruello. Cruello, vous savez, c'est le maire du Havre, hein, barbe blanche, barbe noire, comme Cruella, mais c'est un homme, donc on l'appelle Cruello ici au monde moderne. Eh bien, il va bientôt être décoré, Cruello, par Emmanuel Macron. Et oui, la cérémonie devrait avoir lieu dans quelques jours. J'adore. Alors qu'Emmanuel Macron entame son tour de France, Édouard Philippe poursuit le sien pour son livre Impression et lignes claires, édition JC Lattès. Le maire du Havre ira soutenir aujourd'hui le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, et non pas Fresneau, celui qui ressemble à un animateur de M6, qui est tout content, lui. Chef de file de la majorité au régional en centre, Val-de-Loire, avec une séance de dédicace dans une librairie d'Orléans. Très belle cathédrale, Orléans. Depuis la sortie de son livre, le 7 avril, on en a beaucoup parlé ici, à la revue de presse du Monde Moderne et ailleurs, hein, Édouard Philippe s'est déjà rendu dans une quinzaine de villes et ira dans une vingtaine d'autres. Alors si, putain, les Français, cet été, c'est entre « Oh putain, Cruello, oh putain, Macron, toi, je vais à la plage. Ah non, la plage, elle est fermée. Pourquoi? Bah, il y a Macron qui déambule. Ah, merde. Et puis si c'est pas ça, tu prends le train de nuit pour aller pépouf à Nice, et là, bonjour, c'est Jean Castex. Bienvenue dans le train de nuit de Nice. Et tu peux pas leur échapper, c'est l'enfer. Tu vas passer, et t'as l'été apprenant, et là tu vas voir Roselyne qui va faire bonjour les enfants, avec les artistes, on va aujourd'hui apprendre les mathématiques. Et tu fais ah putain, c'est dingue, ils sont dingues. En gros, tu pourras pas leur échapper, c'est vraiment un truc de dingue. Alors donc faites attention, ça va déambuler sévère. Hein. Et puis si c'est pas eux, tu vas avoir Bruno Le Maire aussi qui va déambuler, plus tous les autres candidats. Enfin, ça va être la foire du trône, hein, le pays, pendant quelques mois. Donc il s'est rendu dans une quinzaine de villes, vingtaine d'autres. De là à penser qu'il serait aussi en campagne, il refuse de dire s'il apportera un soutien ferme à Macron pendant la présidentielle. Donc oui, le doute est permis. Grommel, un soutien du chef de l'État, le suspectant de garder un œil sur 2022 au cas où.
Oh, ce serait un peu comme Scar dans Le Royaume, hein, tu vois, genre, il fait tu vois, il fait le mec un peu sympa, mais il veut tuer Mufasa peut-être. Brutus, sort de ce corps. Entre les deux hommes, les relations se sont d'ailleurs passablement dégradées ces derniers mois. Il n'y a pas de relation particulière, reconnaît un proche des deux, alors que l'ex-locataire de Matignon attend toujours de recevoir la décoration de grand officier de la Légion d'honneur, hein, par le chef de l'État, titre remis après 2 ans à Matignon. Hein, alors c'est son pins qu'il a, c'est pas un pins catalan où je reviens, ou c'est son disque d'or, moi je m'appelle Manuel Walsh, non, c'est le pins 2 ans à Matignon. Déjà programmée 2 fois, la cérémonie a dû être reportée à cause du contexte sanitaire. Selon nos informations, elle va avoir lieu autour de la mi-juin, hein, sous les ordres de l'Élysée, avec McFly et Carlito qui seront là pour faire des proutes. Un coup Saint-Péteur, oh, qu'est-ce qu'on s'est marré alors quand Cruello s'est assis sur le truc pour recevoir la médaille. Tout ça sur TikTok, hein, ça va être génial. Super cérémonie, super les gars. Et de quoi lever un possible malentendu. Le président a sûrement très envie de le faire et cela fera très plaisir à Édouard, répond un proche d'Édouard Philippe. Même son de cloche côté Emmanuel Macron. Ce sera un moment de reconnaissance et de remerciement pour un homme loyal et un grand serviteur de l'État qui a participé fidèlement aux 3 premières années du quinquennat. Ah oui, Cruello, il n'a pas chômé, hein. Il en a éborgné un paquet de manifestants gilets jaunes. Il était aussi en première ligne pour dire aux traders de la City, si il y a le Brexit, c'est pas grave, venez en France, il n'y aura pas d'impôt pour vous. Et puis pour continuer, la réforme des retraites, c'était lui. Un premier conseil de défense sanitaire. Je disais, oh là, le virus, qu'est-ce que c'est? Non, ça a servi à faire passer le 49.3 pour la réforme des retraites. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. Et voilà. Merci à Ferrin de se marrer. Il faut en rire, hein, parce que franchement, ils sont ridicules. Et donc, il faut se rappeler de combien ils sont ridicules. Donc là, c'est le ding-dong, la petite médaille, comme Manuel Walsh, pour les 2 gens à Matignon. Voilà, super. Donc, en réalité, on s'en fout totalement, hein, je suis bien d'accord, mais ça en dit long quand même sur la mentalité de ces médaillés de la République, hein, ces grands serviteurs de l'État qui sont là pour vous faire une vie de merde avec de l'algorithme, Parcoursup, la limitation de vitesse à 80 km/h, des amendes partout tout le temps, et puis vous en fumez de manière perpétuelle. Voilà, merci Toupir. Vous voyez, j'ai commencé, j'étais un peu mou, et puis à force de raconter des conneries, c'est la revue de presse, quoi, voilà. Alors c'est vrai, ça en choque certains parce que je suis censé être éditorialiste, journaliste sérieux. La revue de presse, c'est un peu le moment stand-up du monde moderne, hein. On raconte des conneries. Vous n'êtes pas forcément d'accord, mais on s'appuie sur évidemment la presse, mais on ne la lit pas de manière béotienne ou même bienveillante. Ici, c'est un peu le FC-NTM. Et c'est vrai qu'il y en a marre. De lire. Malheureusement, c'est que des gens ils vont lire ce truc de manière très sérieuse, quoi. Bon, après, tant pis pour eux. Bon, et puis alors, une bonne nouvelle parmi toutes ces bonnes nouvelles, hein, quand même, les Français ont toujours autant d'appétit pour le robot de cuisine Lidl. Ah putain, c'est Bruno Le Remond qui va être content parce que du coup, alors vous connaissez, c'est un appareil multifonction qui est copié complètement sur un autre appareil multifonction. Du coup, ils ont un procès, mais Lidl s'en fout. Et alors la première fois qu'ils avaient mis en vente, hein, ce robot mixeur qui s'appelle Monsieur Cuisine Plus, alors il a un nom à la con, attends, je vais retrouver le nom du robot cuiseur. Monsieur Cuisine Plus Connect. Bonjour. Ils ont mis la voix de Jean Castex. Vous souhaitez faire des œufs plats? Pas de problème. Il va d'abord falloir, selon le protocole en vigueur, casser les œufs et puis les mettre dans le bol en inox prévu à cet effet. La machine, d'ailleurs, doit être maniée avec précaution et en accord avec le président de la République et les autorités compétentes. Vous pourrez potentiellement faire un œuf au plat. Et t'imagines, putain, ce serait marrant. Ou un GPS avec la voix de Castex. Prendre à droite sur l'avenue Jean Jaurès. En responsabilité. C'est la voix de Castex. Moi, je voudrais de la. Vous pouvez mettre la voix de Castex partout. Dis Siri. Oui, tu peux me mettre la voix de Castex. Ah merde. Non, rendors-toi, Siri. Je ne peux pas changer ma voix moi-même, mais vous pouvez le faire dans Réglages. Ah, merci Siri. Rendors-toi, merci. Bref.
Et donc là, alors les portes du magasin n'ouvrent que dans 30 minutes, mais déjà une demi-douzaine de personnes patientent dans le sas vitré du Lidl des Ulysses dans l'Essonne. Hier à 8h, la plupart sont présentes pour le robot Monsieur Cuisine Plus Connect, de nouveau mis en vente par le distributeur à un prix compétitif de 199 francs contre 229 francs, pardon. Je parle en francs. C'est tellement la France de Guy Lux, là, je suis paumé. Pardon. Je suis paumé comme Cyril, là. Cyril est totalement paumé. Donc la première fois, il y avait eu des émeutes, il y avait eu des blessés pour récupérer les robots Monsieur Cuisine Plus. Bon là, le temps gris et lourd ne décourage pas les clients. À quelques minutes, la queue s'étend devant le magasin. J'avais le prospectus Lidl, j'ai vu que le robot était remis en vente, alors je voulais l'offrir à ma belle-mère, donc j'ai déboulé, quoi. Masque blanc sur le visage, Tony se tient prêt à entrer le premier dans le magasin. On a vu le robot Monsieur Cuisine en action chez des amis, il nous a convaincus. Les gâteaux pour les enfants, la purée ou la cuisson vapeur, il sait tout faire. Hein. Ses fonctionnalités sont quasi identiques au Thermomix pour un prix beaucoup plus abordable. Un peu comme Castex. Et vous savez qu'il a la voix de Jean Castex? Ah non, c'est la petite nouveauté cette année. C'est le téléachat, mais les gars, c'est dans le journal de Bernard Mahmoud, t'as une pub pour Lidl et son Monsieur Cuisine Plus, quoi, pour dire allez, les pauvres, les économies, faut les cracher, quoi. Les pauvres, les Français, c'est tout le monde évidemment. C'est Bruno en veut à vos économies, donc putain, bah oui, je suis con, désolé, mais. Et là, Tony ressort avec son Monsieur Cuisine Plus, dit je l'ai vu en action chez des amis. Mais c'est pas moi qui suis con, c'est les mecs qui écrivent ces articles, quoi. C'est quand même dingue. Tu dis, c'est pas du journalisme, ça. C'est quoi ce travail? C'est pas du travail, putain. Là, t'imagines, tu vas faire envoyer spécial devant le Lidl pour aller demander aux gens qui vont acheter le Monsieur Cuisine Plus qu'ils en font. C'est vraiment un boulot de merde, journaliste. C'est quand même. Bref, plus de la moitié du stock est vendu. Hein. Alors, puis après, bon, ça bâche, hein, ça bâche comme une déambulation de Macron, quoi. Et peu importe si Vorwerk, la société qui commercialise le Thermomix, a attaqué en justice l'entreprise de distribution allemande pour contrefaçon, hein, pour la version connectée de son robot de cuisine. Vorwerk, c'est le robot Thermomix, hein, ça c'est le même robot, mais pour les riches, hein, qui ne savent plus quoi faire de leur cuisine où c'est trop grand. Alors, ils ont mis la lacambre, hein, c'est le truc comme dans le Top Chef avec des feux partout, puis après ils ont mis le Thermomix, puis ils ne savent plus quoi faire. Alors, et si on achetait un cuiseur de riz indonésien? Ouais, pourquoi pas, ouais. Non, parce que j'ai pas claqué assez, Jean-Édouard. Je rentre crevé de la rue du Faubourg. Écoute, heureusement qu'il n'y a plus les Chinois et les Russes, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, hein, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Bon. Ouais, ça c'est vrai que le mec j'arrive pendant un fou rire, je vais donc rester. Vous pouvez rester, c'est vrai qu'il y a de temps en temps des fous rires quand on est face à des enquêtes du Parisien, c'est un vrai journal d'investigation, et donc là le mec dit, je suis désolé de le dire, hein, mais c'est pas notre problème, en tant que modeste consommateur, je ne vois que les avantages du Monsieur Cuisine Plus Connect. Ça fait une demi-page dans le Parisien, quoi. Bref, attends. Des briques roses. Bah oui, je me fous bien de votre gueule, des briques roses. Elle est pas contente? Qu'est-ce qui se passe? Quelle indignité. Bah ouais, enfin. Alors, sur Twitter, cette mise en vente a provoqué quelques réactions. Hein. Twitter, ma vie, quoi. Ici ou là, dans certains des 1570 magasins que compte le distributeur dans l'Hexagone. Mais vraiment, c'est une promo Lidl. Donc, je sais pas combien le Parisien a touché Lidl pour faire cette pub. L'engouement reste le même que la première fois. C'était la guerre à Lidl ce matin. J'ai le robot et du sang sur les mains, mais pas le mien. Ça, c'est Twitter, c'est pour rigoler. Sollicité hier soir, Lidl se dit très satisfait de cette première journée. Nous avons vendu plus de la moitié de la marchandise. C'est un très bon succès, affirme l'enseigne qui a mis en rayon plusieurs centaines de milliers d'exemplaires d'appareils. Donc, ruez-vous donc chez Lidl, hein, comme vous le propose le Parisien.
pour vous acheter Monsieur Cuisine Plus Connect. Et donc, la petit plus, hein, Monsieur Plus, c'est la voix de Jean Castex qui vous lira les recettes. Évidemment, avec cette voix chantante qui fait sentir la province, à vous les recettes Top Chef, l'enchoyade et tout le reste, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Oh, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Oh, c'est beau. Excusez-moi, je craque totalement. Mais comment voulez-vous rester stoïque enfin, comment en fait, je vois pas. L'accent du sud-ouest, pardon, j'ai dit la Provence, putain, je suis vraiment nul en accent, région, je suis vraiment nul. Vous pouvez me dénoncer, hein. Je préfère à Macron, franchement. Bah, tu mets Monsieur Cuisine Plus Connect 2022, hein. Ouais, je pense que ça peut faire une belle campagne, et puis un beau robot cuiseur à l'Élysée, ce sera toujours mieux, quoi. Le nouvel opium du peuple, Monsieur Plus Connect. Voilà, bah voilà. Alors, on va revenir à des choses plus sérieuses, il faut un peu de tout, hein. On va parler d'une campagne, pain ou chocolatine, on verra. Là, on va moins se marrer. C'est une campagne de sensibilisation contre l'inceste. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'enfant. La Fédération de conseil des parents d'élèves, la FCPE, a lancé une journée des enfants victimes innocentes d'agression. Donc, c'est la journée d'aujourd'hui, pardon. Avec 4 affiches à destination des enfants et écoliers, lycéens, collégiens. Parce que un Français sur 10 se dit victime d'inceste. Les chiffres sont sans doute au-delà même. Inceste ou agression sexuelle dans le cadre familial. C'était une enquête Ipsos de novembre. Et donc la FCPE a lancé une campagne de sensibilisation. Alors ça va pas changer, mais l'idée c'est de donner ces affiches en téléchargement gratuit pour les parents d'élèves, pour sensibiliser les enfants. Quand vous avez un prédateur sexuel qui est un parent ou un proche, c'est difficile d'aller le dénoncer. Il faut donc faire comprendre aux enfants à travers ces affiches que ce n'est pas normal et qu'il ne faut pas s'accommoder de ce genre de situation. Ça, c'est Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, qui en parle. Et il y a le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger, c'est le 119. Encore un numéro national. Alors, c'est utile, hein, parfois les numéros nationaux, c'est mieux que 3615 Marlène pour les régionales en région parisienne. Il y a eu quand même plus de 205 500 appels en 2019 sur des violences subies par des enfants. Donc ça c'est l'accueil téléphonique de l'enfance en danger, et alors évidemment les violences sexuelles sont prédominantes, 32% des dangers quand l'auteur fait partie évidemment de l'entourage, et puis il y a également un chat qui est disponible. Voilà, donc c'est important d'en parler. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais au moins il faut faire avancer ce dossier qui avance un petit peu, parce que les moyens donnés à la lutte contre la pédocriminalité ou les violences faites aux enfants sont quand même dérisoires comparés aux moyens mis en place pour les déambulations du roi dans les rues de France et de Navarre. Voilà. Et puis il y a des modules de formation, etc. Et puis on va parler également, au-delà du 119, donc numéro utile pour la précédente, pour la campagne de sensibilisation, on va parler des numéros d'urgence qui ont fait boom, pchit, bing, bang, banjo. Bah oui, le 17, le 18, les numéros d'urgence étaient en rade. Alors je veux que vous parliez du choix de la guerre civile dans le chat. Oui, c'est un excellent livre, et David Dufresne avait invité les auteurs. On en avait parlé évidemment dans Le Monde moderne, dans La République inaltérable. C'est le livre qui explique comment le néolibéralisme prépare, ou le projet final est la guerre civile, puisqu'on va faire exploser les inégalités, et c'est exactement le projet de Macron. Les choses dures dont il parle, c'est que certains Français vont rater le train et d'autres le prendront, et ceux qui même prendront le train, c'est le film de Romer, je crois, je sais plus, et ça va très mal se passer. Et ce livre est très bien. J'en avais fait la critique dans le podcast, et oui, je vous conseille de le lire.
parce que c'est assez clair en fait sur le projet néolibéral, et c'est ce qu'on voit actuellement en Colombie, au Chili, mais aussi aux États-Unis, hein, Black Lives Matter, et en France évidemment. Et il faut pas être dupe. Voilà les forces en présence. Alors, le SAMU donc qui était en rade, les numéros d'urgence qui ne marchaient pas. Eh bien, le problème c'est que il y a eu des décès suspects en Vendée, à La Réunion et dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, on pouvait tenter de joindre le 15, le 112, et finalement, elle a dû transporter son mari au centre hospitalier de Vannes, dans le Morbihan. Trop tard, l'homme de 63 ans est mort d'un arrêt cardiovasculaire. Et puis un bébé également serait mort. Et Olivier Véran parle, lui, de 3 ou 4 décès qui pourraient être imputés à ce grave dysfonctionnement, dont 2 à La Réunion. Il y en aura sans doute beaucoup plus. On attend de voir. C'est un bébé de 28 mois qui est mort en Vendée après des difficultés respiratoires. Et tout ça, c'est évidemment le choix d'avoir donné à Orange toute latitude pour ne pas entretenir son réseau, pour faire payer des opérateurs, pour faire en sorte que ça bug de cette façon-là. Stéphane Richard dit non, mais oui, on a géré, vous inquiétez pas. On parle que de 4 morts. Il y en a sans doute beaucoup plus, malheureusement, et voilà un peu le niveau de dégradation des services. En parallèle, par contre, La République En Marche n'a cessé d'ouvrir des plateformes d'appel, des numéros verts pour alors comment ça marche pour remplir ma déclaration de retraite que j'aurais pu. Alors j'ai droit à plus rien. Comment savoir si j'ai droit à plus rien? Voilà, le 15, le 17, le 112 et le complémentaire, le 08 234 12. Et si vous voulez gagner un robot Monsieur Cuisine Plus Connect, il faudra faire le 16 suivi de l'étoile. Voilà, c'était donc le tiercé gagnant de la plateforme d'appel du monde moderne. C'est ça la réalité de nos hôpitaux, c'est que les services d'urgence, les numéros d'appel ne marchent pas, c'est ballot. Et évidemment, Stéphane Richard, Orange est quasiment une boîte étatique, hein, sans le dire, ne risque à rien. Et puis, alors non, ça c'est ce que je vous disais sur les décès qu'il y a pu avoir. Et là, on parle du procès Big Malion un peu. Bon alors, qui c'est c'est Jérôme Lavrieux, qui était donc c'est le lampiste qui a chialé en direct. Il dit je ne vais pas faire ça. Maintenant, il tient une chambre d'hôte avec son papa dans le sud. Et Jérôme Lavrieux, c'est le seul qui balance en fait, qui dit ouais, non mais il n'y a pas que moi, ça va quoi. C'est l'homme clé du dossier. Il reconnaît que sa participation au financement illégal de la campagne de 2012 de Sarko. Je n'ai pas établi les factures, mais il a accepté le système de fraude qui a permis d'escamoter 20 millions d'euros de surplus de dépenses du compte officiel du candidat sur un total de 42,8 millions d'euros. Mais il n'en a été avisé qu'au deuxième tour le 6 mai, à l'heure de la défaite, quand seuls restent les ploucs de service, dit-il. L'accusation estime que les premières opérations frauduleuses datent de la mi-mars. Pour le reste, l'ex-bras droit de Jean-François Copé à l'UMP, directeur adjoint de campagne en charge des meetings, louvoie, parfois ambigu, tout en chargeant le clan Sarkozy. Quelle indignité. Ouais, c'est ça. Il y a tout ça. Mais oui, il y a tout ça dans le Parisien. Et alors, c'est drôle parce que le procès Big Malion, c'est tout petit. Alors, le robot cuiseur Lidl, c'est une demi-page. Là, c'est même pas un quart de page. Jérôme Lavrieux charge le clan Sarkozy. Voilà. Et c'est dans les pages justice, pas dans les pages politiques. Voilà, donc c'est un procès qu'on va suivre, qui est assez marrant pour voir le système mafieux mis en place pour faire des rétrocommissions, des fausses factures, pour faire plein de meetings. Plusieurs reprises dans ses réponses, Jérôme Lavrieux désigne le préfet Guillaume Lambert, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, qui ne peut lui être confronté étant absent pour raison médicale. Ah bah alors. C'est lui qui leur a informé du système de fraude. Lui qui a directement remis à Sarkozy les notes d'alerte des experts comptables qu'il n'a jamais vues. Puis il s'emporte. Ça fait 7 ans qu'on se focalise sur Jérôme Lavrieux et Guillaume Lambert. Les décisions stratégiques ne se prenaient pas là, mais à l'Élysée. Et il égrène les noms de tous ceux qui sont alors susceptibles de s'y trouver. Et après la note d'alerte du 7 mars, on nous a demandé de faire un meeting par jour avant de se poser lui-même cette question. Et qui décidait des meetings? Le président de la République. Voilà. Donc ils étaient tous au courant, évidemment, et c'est les lampistes qui vont prendre, parce que quelle indignité, premier, l'autre, l'ancien roi qui déambulait comme ça, en vélo,
en jogging. Vous avez beaucoup de footing, Nicolas. Bon, bah lui, non, on va pas mettre un ancien président en prison. Enfin, c'est quoi ce pays? C'est pas. Donc, décision collective, vous allez voir. Et puis, il parle. Il fallait faire rentrer 3 litres d'eau dans une bouteille d'1,5 litre. Je ne savais pas qu'on allait dans le mur. Je ne savais pas, mi-mars, qu'on allait terminer à 44 meetings. On a tous saigné dans ce climat d'exaltation. Plus on en fait, plus on remonte dans les sondages. Ah, c'était de la drogue, quoi. Et voilà. Donc, c'est plus de 30 millions. Après, il y a eu le Sarcoton pour rembourser. Je ne vous raconte pas. C'est quand même assez dingue. Ces gens sont dingues. L'émission a commencé, absolument. Émile Cheval, ça commence tout le temps, ça commence à 8h tous les matins, donc c'est assez facile, il y a le top départ, à 8h ça commence, et puis après on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça dépend un peu de si la presse est bonne, ou si elle est très mauvaise, comme souvent elle est un peu les deux. Ça peut durer longtemps. Alors, ça c'est l'opinion. Alors, l'opinion, au revoir le Parisien, tac, est-ce que j'ai l'opinion? De toute façon c'est le même, hein, donc vous inquiétez pas, ça ne change pas grand-chose. Hop. Voilà. Dans l'opinion, puis il fait beau, ouais, si on a envie d'aller un peu dehors. Dans l'opinion, on a un magnifique article sur Macron en déambulation, évidemment. Donc il parle évidemment de comment il a parlé, nanana, et alors et on parle plus après de stratégie, hein, des scénarios autour de ce Tour de France. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aurait sans doute un grand discours de la reconstruction autour du 14 juillet, après le Tour de France présidentiel. Bon, toi, t'es content, là, t'es refait. Hein. Tu te dis, putain, on l'a plein vu. Après, il y a McFly et Carlito sur le bureau, et après, il nous fait un discours de la reconstruction. Super. Ça, c'est Stan Guerini, hein, qui va nous expliquer comment ça va fonctionner. Alors, il faut voir tout ça. Hein. Il ne doit pas être envisagé comme le dernier du candidat, mais comme le premier du suivant, ce discours. Voilà. Vous êtes prévenus, hein, ça va être extrêmement pénible, il va falloir grincer des dents, ça va être comme ça. Ah putain, ça marche, bonne journée. On peut organiser les 24 heures de la revue de presse du monde moderne, c'est tout à fait faisable, mais je ne pourrais pas le faire seul. Hein. On fera ça quand on pourra faire un truc, c'est long quand même, 24 heures de blabla, je ne pense pas que j'y arriverai. Non, la destruction n'est pas finie, ça continue. D'ailleurs, continuez, nous on est plus de 300 là, je vois, continuez de faire la promo de ce stream. Abonnez-vous évidemment, prenez des abonnements sur le temps long, faites-en la promo autour de vous, partagez le lien de ce stream, et plus on est de fous, plus on rit, c'est l'idée. Et plus c'est long, plus c'est bon aussi, nous dit-on, mais parfois c'est compliqué. Alors, donc, qu'est-ce que j'en étais là? Oui. Enfin, la réforme des retraites continue de diviser. Richard Ferrand pense qu'un pays convalescent a besoin d'un déambulateur, pas d'une réforme abrasive. Un pays convalescent a besoin d'un déambulateur et pas d'une réforme abrasive. Ça, c'est Richard Ferrand, c'est Monsieur Mutuel de Bretagne, qui est donc au perchoir à l'Assemblée nationale. Alors, le mot-clé, c'est déambulation. Hein, vous aurez compris, il y a comme ça des éléments de langage hein, donnés par la majorité, l'Élysée, etc., à la presse. Et donc, il a pris, tu vois, il les ronge, il les reprenne, plus ou moins drôlement ou pas. Donc là, clairement, le pays a besoin d'un déambulateur. Ça tombe bien, on en a un. Alors, bon, quand il arrive, il y a 4 compagnies de CRS, un convoi mortuaire, et il privatise le village où il déambule, mais c'est pas grave, visiblement, le pays en a besoin. Bon. Et puis, ensuite, voilà ce que répond un conseiller. Mieux vaut avoir des syndicats dans la rue contre les retraites qu'une série de faits divers qu'on ne maîtrise pas. Le président veut être en mouvement. Ça, on a compris. Hein. Il n'y a même que ça. Hein. Quel est le programme d'Emmanuel Macron? Déambuler. Il est passé de En Marche à Déambulons. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on l'aime. Et donc, parce que sans grande réforme, l'agenda va se remplir de faits divers. Il vaut mieux rester sur nos sujets. C'est important de scander l'actualité. Voilà. Ah là 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 là. C'est dingue. Donc les mecs, en fait, préfèrent foutre le pays à feu et à sang avec leur réforme de merde, plutôt que gérer, en fait, l'insécurité.
parce qu'il appelle ça des faits divers, hein, qui après empêchent le maître de l'horloge d'être maître des horloges. Donc il vaut mieux foutre tout le monde dans la rue, comme ça tu es maître de la rue, enfin, hein, puis après tu les crames au LBD, au canon à eau, au canon sonique. Ah, je ne sais pas si vous avez vu ça, j'ai vu passer ça hier, l'Union européenne qui utilise l'arme sonique contre les migrants aux frontières. Alors c'est un canon comme ça qui envoie du son extrêmement désagréable, aussi fort que un avion qui décolle, dans la gueule des migrants qui voudraient arriver, débarquer, passer les frontières. Voilà, l'humanité n'en finit pas d'inventer de la merde. Mais alors, bon, on est passé quand même du supplice de la roue au canon sonique. Mais globalement, on reste quand même sur les fondamentaux, hein. Faire chier les autres, c'est un truc qu'on sait bien faire. Voilà, l'ambiance a beaucoup changé, le climat est gazeux. On ne retient plus, on ne sait plus. Un des scénarios imagine donc ce grand discours de la reconstruction autour du 14 juillet, après le Tour de France présidentiel. Il faudra en tout cas veiller à embarquer tout le monde, alerte un conseiller. Le danger des mois qui viennent, c'est l'apparition d'une France à deux vitesses, avec des Français qui prennent le train de la relance et d'autres qui restent à quai. Les gares, c'est un truc, hein, avec Macron, entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Donc là, tu as un conseiller qui reprend le concept de la gare, hein, que le roi avait énoncé lors d'une déambulation avec son ami le baron de Niel, à la station F, où il parlait dans les gares qu'on y croise, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Eh bien, ce conseiller de cour vient de nous refaire une métaphore sur celle du roi. C'est fantastique. Et là, donc, il nous prévient qu'il y a ceux qui prendront le train de la relance et ceux qui resteront à quai. Ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Les Français Startup Nation, les macronistes, ceux qui ont envie de progrès et de changement, et les réfractaires, hein, les Gaulois réfractaires, les séditieux. Voilà. Vous êtes prévenus. Donc la France à deux vitesses que Macron met en place par ses politiques inquiète ce conseiller en disant mais j'ai peur que quand même la France à deux vitesses, elle va... c'est ta politique qui fait ça, dude. Ça c'est quand même, tu te dis. Bon, alors en juin, ne vous inquiétez pas, le train va continuer à cheminer en France. Son entourage promet que le président ne s'arrêtera pas que dans les petites gares charmantes comme celle de Saint-Cirque-la-Popie. Seul son terminus est pour l'instant connu, l'Élysée, en juillet. C'est vraiment, tu grinces des dents, quoi. J'ai pas d'autre mot, c'est grincer des dents. 1 heure de Macron, non merci, tu m'étonnes. Non, mais on va passer à autre chose, hein, vous inquiétez pas. Mais t'imagines que sur BFM, c'est 24 heures de Macron. Ah, j'ai 24, en disant en plus qu'il est cool. Bah, alors, mais pourquoi? Mais barre-toi. Ah non, mais c'est parce que... Oh là 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 là, je suis vraiment pas réveillé, les amis. J'ai l'air comme ça réveillé, mais en fait non, tout ça c'est un fake, quoi. Voilà, alors, Joe le taxeur, on va passer à l'IB. Merci Cled de ce 2e mois d'abonnement, ça c'est la classe, ça vous pouvez faire comme Cled, vous abonner pour un 2e mois, continuez à subventionner le monde moderne comme vous le faites, ça coûte moins cher qu'une campagne présidentielle, hein, de Nicolas Sarkozy, on est loin des 30 millions, t'imagines, putain la thune que ça coûte une campagne présidentielle, tout ça, quoi, pour qu'après le mec refile la thune aux riches qui l'ont financé, quoi. Puis toi, je vais voter. Oh, il est Nicolas. Putain, fou les boules. Hein. Que va-t-il encore mettre au train? Je sais pas, on va voir où il va se passer. Hein. Mais on va arrêter de parler de Macron. Alors, on va parler de Joe le taxeur. Biden qui voudrait taxer les riches, enfin taxer les entreprises. Et ça passe pas trop, en fait, parce que, depuis Reagan, on est passé de 35% de taxation des entreprises aux États-Unis à 21%. Et il aimerait remonter autour de 25, hein, taper les 26, bon voilà. Mais comme ils ont pris goût au fait de ne pas être taxés, ils disent non mais ça va 5 minutes. Donc c'est beaucoup de promesses encore, on va voir jusqu'où ça peut aller, que peut-il faire. Et puis après il y a un débat évidemment international sur taxer les riches. Enfin, les multinationales. Hein. Les riches, on les laisse faire de l'évasion fiscale, acheter des yachts, bref. Acheter des journaux, ils font ce qu'ils veulent les riches, c'est pas le problème. Mais par contre les entreprises, on pourrait quand même les mettre un peu à contribution. Le problème c'est qu'il y a des paradis fiscaux. Alors il y en a plein en Europe, hein. Le Luxembourg, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, Malte, mais ils sont pas appelés paradis fiscaux.
Ils ne respectent pas du tout le code de conduite en matière fiscale, puisqu'il y a là de la compétition intra-européenne en faisant du dumping fiscal. Personne n'a jamais remis ça en place. Pierre Moscovici a fait semblant pendant 4-5 ans. Là, Thierry Breton, les uns et les autres n'en parlent même plus. On fait semblant, on parle d'une taxe GAFA, comme ça on dit, c'est les Américains, c'est pas nous, hein, vous savez. Et même en faisant ça, les Irlandais sont pas contents. Et alors, il y a eu des questions qui ont été posées à Zucman, un économiste. Pourquoi il a fallu 30 ou 40 ans pour envisager un changement dans la taxation des entreprises ? Eh bien d'abord parce que la concurrence internationale profite pleinement à certains pays et à certains acteurs économiques. Et oui, notamment les multinationales et leurs actionnaires. Pas sans blague, bah ouais. Et puis il y a des raisons idéologiques. Certains pensent sincèrement que la concurrence fiscale est une bonne chose en soi. Ouais. Car elle impose une contrainte aux États qui sinon seraient trop bedonnants, taxeraient trop et dépenseraient trop. Cette vision très réactionnaire qui a une certaine influence aux États-Unis ou en Europe a le mérite d'avoir une certaine cohérence intellectuelle, mais l'inconvénient de témoigner d'un pessimisme excessif vis-à-vis de la démocratie et de la capacité des peuples à adopter des impôts rationnels. Enfin, le troisième facteur est la grande opacité qui règne dans l'activité des multinationales sur la localisation de leurs bénéfices. Voilà, défaillance en matière statistique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être totalement résolues. En fait, le fait que les dirigeants prennent les peuples pour des cons, bah, il suffit de les virer. Ça, c'est premier problem solved. Le deuxième, penser que la concurrence fiscale est une bonne chose, il suffit d'empêcher la concurrence fiscale. C'est des lois, mais personne ne veut les faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les élites, avec un Z, font tout pour que le système reste tel qu'il est et qu'il soit pérenne et que vous soyez encore pris pour des cons pour des siècles et des siècles. Voilà. Et si jamais vous avez l'outrecuidance de vouloir les virer, c'est l'armée, hein, directement, comme en Colombie. Voilà. Ouais, ben c'est ça, une destruction tentée. Et puis, bien sûr que Joe Biden, sénateur du Delaware, c'est marrant hein, qu'il puisse porter cette campagne. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'il la porte, parce qu'il sait de quoi il parle, et puis qu'il n'a plus rien à perdre. Il peut se prendre une balle dans la tête comme John Kennedy, il n'a pas le même âge, et puis, bon, on verra jusqu'où ça peut aller. Mais je pense que ça ira pas très loin, parce que personne n'est d'accord, et que ceux qui, aujourd'hui, sont au pouvoir n'ont aucun intérêt à emmerder les financeurs qui les ont mis là, et il faut continuer de se gaver hein, avant que la fête soit fini. Avez-vous le sentiment que les citoyens s'intéressent davantage au thème de la fiscalité des multinationales ? Oui, il y a une vraie prise de conscience. Le système actuel arrive à bout de souffle. Ah bah oui, mais maintenant, il faut agir. Le plus important, c'est qu'est-ce qui va le remplacer, tout ça ? Alors, Observatoire européen sur la fiscalité, nous avons lancé cette semaine. L'objectif, c'est de contribuer à démocratiser la question fiscale. Les études d'opinion montrent qu'il y a une forte demande en ce sens en Europe comme aux États-Unis. Une très grande majorité d'Américains considèrent que les grandes entreprises ne paient pas suffisamment d'impôts. Ben voilà. Et que les grandes fortunes devraient être soumises à l'impôt sur la fortune. Cette demande de justice fiscale a mis beaucoup de temps à être entendue. Je vous entends pas. Hein ? Et puis quoi encore ? Sale gueux. Tu sais, dans la déambulation du roi, Macron, oui, taxe les riches. Hein ? Qui est-il ? Qui est ce drôle ? Mettez-le au cachot, lui aussi. J'ai très bien entendu ce qu'il a dit. Il s'est moqué de moi. Il veut que je rétablisse l'impôt. Voilà, donc c'est génial. Donc ça peut pas continuer comme ça. Tout le monde en est conscient. Davos, hein, tous les ans, Davos avec Klaus Schwab et tous les gogols qui y vont, c'était il y a quand même beaucoup d'inégalités, ça peut pas continuer comme ça. Ils ont dit ça pendant 15 ans. Christine Lagarde avec les larmes comme ça peut pas continuer comme ça. Du FMI à la Banque centrale, ça peut pas continuer comme ça. Ils sont payés pour que ça continue comme ça. Et tu me dis mais putain les gars. C'est quoi ce bordel, quoi ? Ça s'appelle les relations internationales, ça s'appelle quoi ? Les élites ? Non. C'est juste dingue. Donc voilà. Mais alors, bon, même les économistes, hein, comme Zucman, dit bon, alors lutter contre l'injustice fiscale, c'est aussi redonner confiance aux citoyens en les institutions démocratiques, qui sont en fait plutocratiques. Elles organisent simplement la captation de richesses, et c'est les plus riches qui organisent cette captation de richesses. Oui, mais aussi dans la mondialisation, dans la construction européenne, comment elles peuvent se conjuguer avec justice fiscale. C'est essentiel de montrer que l'on peut avoir une mondialisation juste sur le plan fiscal en particulier, soutenable politiquement et économiquement du point de vue environnemental. C'est l'un des grands enjeux du XXIe siècle. Oui. Et ben, c'est pas ceux qui sont aux manettes qui vont relever l'enjeu, hein, je peux vous le dire. Ça va plutôt dans le mauvais sens. Et c'est encore une fois, c'est de quoi grincer des dents de voir que les mecs
peu ça, quoi. Je vous remets Mimi Marchand qui est en garde à vue. Salut Mimi, j'espère que la garde à vue se passe bien. De toute façon, elle adore les cellules. C'est là qu'elle a fait connaissance de Xavier Niel, qui était lui en tôle pour des soupçons de proxénétisme, il me semble, à l'époque. Et voilà, donc ça c'est pour les témoignages taquinines. J'en parlais en début de la revue de presse. On ne va pas en reparler. Par contre, on peut parler de ceux qui veulent peut-être changer les choses. Alors c'est quoi ça? 10, 10, 10. Non, ça c'est l'entretien. J'y arrive pas. Et voilà, hop. Mélenchon, Jean-Luc, candidat déclaré à l'élection présidentielle, c'est sa dernière d'ailleurs. Tout le monde à gauche, la fausse gauche, ceux qui sont là à se dire oh qu'est-ce qui nous emmerde, attendre qu'ils se plantent pour dire bon bah ça y est on va refaire le Parti socialiste, on va refaire la gauche de la gauche. Lui il y va en disant bah, qui même me suivent. Alors il est un peu emmerdé par la pluie, il a plusieurs meetings qui ont été annulés ou qu'il a fait sous la pluie, etc. Mais il parle justement de fiscalité, il parle de justice sociale et il n'a pas peur de le faire. C'est un des rares à le faire plutôt que de rentrer dans les discours sécuritaires. C'était le seul à avoir dénoncé l'action syndicale de la police devant l'Assemblée nationale et dénoncé les leaders de gauche qui s'y rendaient en disant qu'ils faisaient erreur. C'est le seul qui a eu un discours républicain sur la police, sur les questions de sécurité également. Et c'est le seul qui est loin devant en candidat de gauche comparé aux autres. Il y a eu Olivier Faure du PS qui a fait un discours je sais même pas ce que c'était sur YouTube. Il a fait 1000 vues, je crois. 1000 vues, comme la revue de presse à peu près. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, lui, est en campagne. Il aide évidemment Danielle Simonet, qui est candidate pour les législatives partielles à Paris, bien placée pour le deuxième tour, face à une candidate socialiste de Anne Hidalgo, qui a dit de toute façon, c'est bien parce qu'on fera alliance avec la REM contre le méchant extrême gauchiste, parce qu'eux, ils s'occupent pas des gens, eux non. Ils sont méchants. Donc voilà, bon bah ce cirque va continuer longtemps et on peut dire que au moins il a cette constance-là, Jean-Luc Mélenchon, de commencer la campagne et d'aller jusqu'au bout, et puis de ne pas faire ce jeu de dupe qui est l'union de la gauche. On a vu, il y a eu 2 rendez-vous. Jadot la première fois c'était pour dire c'est super, on s'est tous rencontrés. La deuxième fois il y avait encore moins de monde et là il dit en fait les gars je fais ça c'est pour éviter d'avoir à faire des primaires chez ELV parce qu'ils me font chier, j'ai envie d'être candidat. Et ils ont dit ah écoute si c'est ton truc Yannick, écoute bon, t'as qu'à aller voir Macron et tu seras ministre comme les autres. Voilà, c'est à peu près à ça que ça se résume. Et les mails de Fauci sont savoureux. Ouais, alors ils en parlent pas aujourd'hui puisque c'est la presse qui a été, mais sur Twitter évidemment, Twitter est en feu avec le docteur Anthony Fauci, homme des Chinois qui aurait financé la création d'un virus, de ce virus, et qui après voulait que vous mettiez 3 masques et puis qui a dit tout et son contraire. Voilà, donc il va avoir du mal. Et Roussel, oh, mon Dieu, je ne parle pas de Fabien Roussel, il est perdu dans sa tête. Il dit nous, on n'est pas la gauche de droite ni la gauche de gauche, on est le Parti communiste français. Et donc, nous on est là quoi. Ah. Ok. Même les élus PCF sont comme ça, tu sais, putain. Et puis il y en a qui commencent à évidemment rejoindre Jean-Luc Mélenchon au niveau du PCF. Et puis Rousseau, évidemment Sandrine Rousseau, candidate côté ELV, qui clairement serait prête à rejoindre le pôle de l'insoumission. Voilà, mais ça c'est que le début de la campagne. Et puis eux vont être invisibilisés par les déambulations du président, qui a beaucoup plus de choses importantes et intéressantes à nous dire. Il pourrait faire des choses difficiles dans les mois qui viennent, qui pourraient empêcher sa candidature. Et là, c'est comme ça, tu sais, dans tous les... Tu te rends compte, tous les fans de Macron, sans compte s'il ne peut pas se représenter. C'est ce que fait Marine aussi. Marine Le Pen, à chaque élection, elle fait croire qu'elle n'a pas les 500 signatures pour que les fans disent « Salaud, c'est bien pour la museler, parce qu'elle ne veut pas qu'il se présente. » À chaque fois, elle fait le coup. Alors, elle les a. Elle dit « Je crois que cette fois-ci, il sera très difficile. » Et ça soude, c'est pour la fanbase, quoi. Ça soude. Nous, on ne fait pas ça au monde moderne. On n'a jamais fait pitié. Alors, ensuite, tac. Qui c'est qu'on a après? Ah oui, cette affaire. Oh là 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 là.
pauvre. Alors lui, c'est un jeune cuisinier qui s'appelle Benjamin Kigombe, qui voulait faire une surprise à sa copine, lui faire une demande en mariage dans une superbe suite parisienne, dans le 16e arrondissement. Et donc, il a la bonne idée de louer ça sur Airbnb, puisqu'il y a des services. Maintenant, il loue ça sur un autre site de loc. Bref, pour avoir accès à cette chambre et faire la surprise à sa copine, manque de peau. Le mec qui loue est un immonde connard raciste qui lui dit « je vais te foutre par terre comme George Floyd, de toute façon on vous connaît, les gens comme vous, hein, vous êtes là, c'est pour tout saloper, si ça tenait qu'à moi, tu serais déjà rentré dans ton pays », enfin bref, des horreurs racistes au téléphone. Il a eu la bonne idée d'enregistrer. Il voulait pas porter plainte. C'est sa copine qui a dit quand même, faudrait peut-être faire un truc. Et heureusement, il a porté plainte. La police enquête, du coup, pour savoir qui est le salopard qui l'a insulté de cette façon-là, alors qu'il avait payé cette chambre et que le salopard en question ne veut pas rembourser. Donc, évidemment, tout le monde part à la recherche. Alors, l'annonce, si vous voulez aller tracher l'appart, c'est fini. Elle a été retirée par toutes les plateformes. Donc, parce que moi je voulais faire une soirée Las Vegas Parano dans l'appart en disant on va le retrouver puis on va faire une bonne teuf dans son appart de Richoux là du 16e et puis il va bien pleurer après et donc non, il l'a retiré, il a même fermé sa ligne téléphonique. Libé a essayé de le joindre, ça saute dans le vide, mais on le retrouve en fait, on sait qui c'est, et oui, on a son nom. Alors Libé ne donne pas son nom, mais ils ont enquêté rapido et donc il fait du business en fait de location de chambres à la nuit, et il avait aussi un business de location de tuk-tuk, ces petits trucs indiens qui se baladent dans Paris. Merci pour les subs, 2 mois d'abonnement, merci M Cassiope, c'est génial, vous êtes cool, c'est super, j'adore quand vous vous abonnez, j'adore quand vous faites venir des gens dans cette revue de presse, j'adore quand on est 320 spectateurs en direct, j'adore quand des gros racistes de merde vont se faire enfin prendre par la justice. Voilà, donc force à Benjamin. Il a eu raison finalement de prendre la parole sur les conseils de sa copine et on espère que la justice va choper cet immonde connard qu'il a traité de tous les noms. Voilà, quand même, en France, non mais tu te dis, voilà, et puis c'est dans le 16e, et puis voilà, enfin, je veux pas faire après des clichés de gens, après on va dire, non mais ça c'est du mépris de classe, hein non Quand même, le débat, ça pue, quoi. Une soirée avec Emmanuel et Brigitte pour lancer la polka. Bienvenue les follow, vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est bien, il faut toujours écouter sa femme, nous dit Léa Ferrin, absolument, c'est vrai. Ensuite, nous avons le Figaro, propriété de, je cherche en fait, voilà, il est là, propriété de Groupe d'Assaut. Alors, le Figaro fait une petite raille sur Benjamin Netanyahou, seul face à la fronde, 25 ans quand même de carrière politique, 15 ans au pouvoir, Netanyahou, qui n'en finit pas de partir, une coalition qui serait contre lui, alors centre-droit, extrême droite, un peu tout le monde pour choper la tête de Bibi. Mais lui, il veut pas partir. Il est en train d'essayer de tout faire pour garder le pouvoir. Ça changera pas grand-chose, compte tenu du profil de la coalition qui voudrait remplacer Netanyahou. C'est par ailleurs des gens qui ont très peu de sièges à la Knesset, au Parlement israélien. Donc c'est un système assez complexe de coalition, de jeux de partis pas forcément majoritaires qui permettrait d'enlever Netanyahou, qui a un paquet d'affaires au cul avec sa femme également, de prise illégale d'intérêt et autres, mais qui reste quand même assez aimé en Israël pour son bilan économique notamment, même s'il faut faire la guerre à peu près tous les ans. Et puis continuer la politique de colonisation. Au niveau Startup Nation, lui, il a bien boosté et donc il est plutôt encore assez haut dans les sondages. Bonjour, Roger Soleil. Bonjour. Figaro, le journal qui aime les pays en guerre. Tous les journaux aiment ça. C'est aussi le boulot du journalisme d'aller parler des pays en guerre. En parlant de pays en guerre, il y en a un qui est en guerre contre son peuple de manière assez perpétuelle, c'est la Chine. Et là, d'habitude à Hong Kong, chaque année, le 4 juin, on célébrait le massacre de Tiananmen. Alors, Tiananmen, c'est en 89. Deng Xiaoping, qui était le
dirigeant chinois de l'époque, qui ordonne à l'armée de tirer sur les jeunes étudiants qui voulaient changer le régime chinois. Ils n'en pouvaient plus de vivre dans un régime, un ancien régime. Et il y a cet homme, un tankman, l'homme face au tank, qui empêche la colonne de tanks de descendre sur la place. Ces images que tout le monde connaît, mais il y a aussi ces images qu'on a moins vues, des jeunes massacrés. Et c'est des centaines de jeunes qui ont disparu suite à la répression sanglante du régime chinois. Et quand vous parlez de Tiananmen en Chine, vous ne pouvez pas en parler. En fait, c'est censuré sur tous les réseaux sociaux chinois. Donc, je vais faire un TikTok spécial Tiananmen pour ce 4 juin, rien que pour emmerder les Chinois. Avec que des images en boucle de Tiananmen. Et à Hong Kong, ils avaient quand même une certaine latitude et ils avaient au parc Victoria, qui est un parc au centre de Hong Kong, ils mettaient des bougies, c'est pas non plus une grosse manif, pour se rappeler des visages de ceux qui ont disparu, ceux qui ont été massacrés à Tiananmen. Et là, cette année, c'est interdit. 3000 policiers qui ont été déplacés. Cette veillée est organisée depuis 1990. C'est la première fois que les autorités ne délivrent pas d'autorisation et veulent l'empêcher. Donc on voit bien que la Chine, ça se durcit. Ça va aussi se durcir sur le narratif Covid en disant c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est eux. Et c'est vrai que c'est pas que eux, parce que le fameux labo P4, d'où sans doute ça sort, c'est cofinancé avec des fonds américains, avec les Français qui ont aidé à faire ce labo. Enfin, donc on va partager la responsabilité du foirage, gentiment. Par contre, les Ouïghours, c'est un peu, Antoine en parlait hier, dans la revue de presse, cette jeune Ouïghour qui a été massacrée dans un camp, ramenée au pays, alors qu'elle était chercheuse au Japon. Donc c'est quand même la Chine, un régime qui, même si ils sont en train de faire une propagande mondiale incroyable avec leur réseau de télé, avec les young leaders de la Franco-Chinese Foundation et de toutes les foundations du monde, il faut rappeler que de cette promotion young leader, on a quand même Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Olivier Véran, son ex-compagne, Coralie Dubosc. Voilà, ça c'est le quatuor de tête avec l'estampillage régime chinois. Et puis on a Pandaman, Jean-Pierre Raffarin, the yes needs the no to win, needs the PCC to win. Jean-Pierre, Jean-P the Chinese. Voilà, donc Mimi en gave, impact sur la presse, non, je crois pas. Non, on en reparlera à la fin si vous voulez, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, Tiananmen, c'est fini, on n'en parle plus, allez, on oublie. Et non, le régime chinois n'a jamais tué ces jeunes étudiants qui voulaient virer les odieux dirigeants du Parti communiste chinois qui les maltraitaient. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Non, la Chine, c'est un pays de concorde. Voilà, où tout le monde est surveillé. Et c'est ce qui vous pend au nez. Voilà, parce que c'est bien, parce qu'on vit bien dans un pays où il n'y a plus de politique, où on est juste surveillé et heureux. Et les Chinois, ça risque de péter, parce qu'en fait, ils ont un problème, à la fois un problème démographique, donc ils ont dit, vous avez le droit de faire plus d'enfants maintenant, ça y va, et un problème de retraite aussi, parce que comme il y a eu la politique de l'enfant unique, aujourd'hui, ils ont un paquet de boomers et de vieux retraités, et en Chine, la retraite, c'est 60 ans. Même 55 ans pour certaines catégories d'ouvrières. Et donc, ça fait beaucoup d'argent à sortir avec très peu de travailleurs. Et donc, ils sont en train de voir pousser un peu l'âge de la retraite, un peu comme chez nous, tu vois. Et les Chinois, ils sont comme nous. Ils disent, non mais oh, j'ai payé, moi, pour ma retraite. C'est quoi cette entourloupe, là? Tu me prends pour qui, toi? Donc, ça pourrait être un... Mais bon, les manifs là-bas, ça risque d'être compliqué. Bienvenue aux nouveaux followers encore, Papa Mouap et d'autres. Pourquoi le capitalisme n'est-il pas né en Chine? Potentiellement. Vous savez, c'est l'empire du milieu, c'était un empire bien avant tous les autres empires, qui a inventé tellement de choses, le papier, la poudre, les pâtes, que sais-je encore. Alors pourquoi pas le capitalisme? Invention chinoise. Il faut lire Confucius, peut-être qu'il en parle. Wesh la street. Bon, on verra. On verra la Chine où ça va aller. Et puis alors, un petit sondage, comme on aime, un petit sondage sur... vous en pensez quoi des déambulations du déambulateur? Vous personnellement, laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous la plus proche à ce sujet des déplacements du président? C'est une mauvaise chose, car il constitue en fait une campagne déguisée d'Emmanuel Macron en vue de sa réélection. 56%. Ah, une majorité de Français, donc, pensent que c'est bien une campagne, que c'est déambulation du roi président. Bon, mais il y en a quand même 40% qui pensent que c'est une bonne chose, car ils permettent au président, comme il le dit, de prendre le pouls du pays et d'aller au contact des Français. Non, il ne va pas du tout au contact, je vous ai expliqué. C'est des gens qui sont sélectionnés, castés, qui posent des questions que lui-même se pose. Pourrais-je, éventuellement, ah, c'est bien que vous la posiez. Comment s'appelle ce gueux?
Jean-Louis, très bien, merci de poser cette question. Ça tombe bien parce que j'ai les réponses. Et donc voilà, donc c'est pas du tout les réponses. Dès que vous voulez un peu gueuler, vous avez 14 CRS qui vous mettent au cachot. Donc ça sert à rien. Donc oui, 56%, c'est faible. C'est vous dire le niveau de ce pays, quoi, qui va pas super bien. Alors c'est un sondage Odoxa, Le Figaro, France Info, hein, qui a été fait le 27 avril. Baromètre fait sur 1005 Français représentant la population française, comme ils disent, interrogés sur Internet les 2 et 3 juin. Bon. Voilà, autant dire que c'est de la pipe. Hein. Mais c'est pas grave, on a l'habitude de ces sondages. Depuis plus de 4 ans qu'Emmanuel Macron est président de la République, quel bilan tirez-vous de son action en tant que président? Mauvais bilan, 59%. 1% ne se pensent pas, 40%. En fait, tu vois que son socle, les fans, 40%, ou ceux qui se disent « Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire à la place? Tiens, j'ai rien d'y voir à la place. Hein, déambuler tout. » Quand vous voulez, moi je veux bien déambuler. Hein. Vous verrez que ça aura une autre gueule que l'agent de la Matmut qui vient de dire que vous avez signé le contrat de 2021, oui, forcément, vous allez payer plus cher. Je vous avais dit que vous payez moins cher, mais c'est normal, puisque vous avez mis à jour. Il y a les agios, hein, vous comprenez. Sa communication, 61% pensent que c'est nul. Et puis, personnellement, souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron se présente à l'élection présidentielle de 2022? Alors, 38%, oui. Ils étaient 33% en avril 2021, donc ça monte. Donc c'est comme Sarkozy, plus tu fais de meetings, plus tu es vu, plus tu fais de la propagande, plus ça monte. Hein. Donc vous allez voir, ça va monter, ça va péter les scores à 50. Hein. Et puis là, on n'est qu'à 1 an des présidentielles. Il y en a quand même 61% qui disent non, je veux plus voir sa gueule. Bon, 61%. C'est quand même un bon. Oui, alors ça les instituts de sondage, évidemment. Il y a la liste des milliardaires qui sont propriétaires. Alors ça change beaucoup, ça s'est beaucoup revendu. D'Entresangles à racheter, c'est plus tout à fait les mêmes. Mais ça reste évidemment un truc de riche qui essaye de faire du nudge, hein, c'est-à-dire orienter l'opinion en fonction de leurs intérêts. Et puis là, on a même du backbone consulting hein, qui est dans ce sondage, donc le cabinet de conseil derrière, enfin bref. Tout ça pour dire que quand même une majorité de Français pensent que c'est bien de la pipe. Ces déplacements présidentiels et qu'il s'agit d'une campagne. Mais vous avez Gabriel Attal qui est interviewé dans le Figaro qui dit mais pas du tout, c'est un truc super important, on en a besoin. Vous voulez quoi qu'il réserve à son bureau? Et après vous allez dire que c'est nul? Non, eh bien c'est normal, c'est dans son ADN, hein. C'est dans l'ADN du parti d'être au contact, à la rencontre des Français, d'écouter ce qu'ils ont à dire pour ensuite faire n'importe quoi puisqu'on s'en fout de ce qu'ils ont à dire. Donc voilà. Alors, donc le marquis Attal qui nous dit que quelles sont les réformes pour la fin du quinquennat? Demande le Figaro. Gabriel Attal. Le premier front, c'est la reconstruction du pays et la relance pour continuer à bâtir une France plus productive, plus innovante et plus verte. Le deuxième, c'est le travail, la poursuite de la transformation du modèle social. Que ce soit pour la jeunesse, les actifs, les retraités et tous les Français. Enfin, le troisième, c'est la sécurité, la sortie du volet sanitaire de la crise, l'échange que les différents ministres ont avec leur secteur et les échanges que le président de la République aura au mois de juin vont alimenter la définition d'un cap qui nous emmènera jusqu'à la fin du quinquennat. Merci Gabriel. Il a une voix plus aiguë. Ouais, mais c'est compliqué. Oui, alors moi je voulais vous dire bonjour, c'est Gabriel Attal, j'espère que vous allez bien. Alors donc voilà, je vous ai expliqué, c'est en 3 phases. Hein. D'abord le social, hein, voilà, transformation du modèle social. Donc transformation du modèle social, ça veut dire fini la retraite, fini l'assurance chômage, le guichet, coucou les pauvres, la précarité pour une majorité de Français. Bon, ça s'appelle transformation du modèle social. Ensuite, la sécurité, bon, ça s'appelle LBD dans ta gueule, si jamais tu es contre la transformation du modèle social. Et puis, le volet sanitaire, hein, la crise, alors là, c'est vous allez payer la dette, c'est pas grave, on s'en fout. Nous, on a plein d'idées pour la rembourser, pour renflouer les finances publiques. Et là, je sais, vous l'attendez, vous l'adorez, il est formidable, c'est Bruno Le Rebond. Bruno Le Maire, qui va chercher le rebond comme ça. Alors lui, donc il est là, il dit bon, je sais, c'est la merde. Jamais on s'est endetté autant, la balance commerciale c'est catastrophique. Je promets une reprise à 5%, là le rebond, on est à moins 0,1%, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Et Bruno Le Rebond, lui alors il explique si les Français nous font confiance pour la suite, mec, c'est pas gagné. Hein. Nous ferons à nouveau ce travail de rétablissement des finances publiques. C'est dans notre ADN politique. Alors lui aussi, c'est dans son ADN politique de te prendre pour une buse. Et puis il faudrait que tu aies confiance en lui. Voilà.
bien sûr, oui, bien sûr. Donc non, 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 on va passer à autre chose. Donc on va pas faire confiance. Et puis ce travail de rétablissement des finances publiques, ben non, tu vas, non, non, on va faire autrement. Tu sais, tu vas taxer les riches, tu vas faire une taxe internationale. Et puis surtout, voilà, pas de nouveaux impôts pour les plus pauvres, mais des impôts pour le CAC 40. Et puis tu vas arrêter de donner de l'argent au CAC 40. Voilà. Hein, parce que voilà, Bruno, il est très fier parce qu'il y a plein d'emplois. J'ai donné 3 millions et les mecs, ils font 3 emplois. 3 emplois de stagiaires. Hein. Mais c'est pas grave, il y a 3 emplois. C'est bon à prendre, hein. C'est le rebond, ça. Allez, s'il n'y a pas que lui qui a des idées, vous allez voir, il y a Bruno Le Rebond, mais aussi un spécialiste typique hein, qui est très fort dans la revente d'hippodromes et le financement de campagne, Eric Woerth. Alors Eric Woerth, c'est génial. Le mec, qui a été dans tous les coups foireux de Sarko, il est là pour te donner des leçons. Il y a un écosystème, une ambiance dépensière qui ne vont pas dans le bon sens. Mec, on parle de Big Malion, des 30 millions, des rétrocommissions, de faire exploser les plafonds. C'est un truc qu'ils connaissent, ça, l'écosystème et l'ambiance dépensière, non? Non? Et voilà. Et le mec est quand même président LR de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel moment ça a foiré la démocratie représentative, hein, mais je crois que dès le début, dès que tu votes pour un mec pour te représenter, tu sais que ça va foirer, quoi. Mais là, on est quand même... on a fait des trucs, là, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire, ces mecs-là représentent plus que les intérêts du capital, les intérêts des lobbies d'argent et leurs intérêts à eux. Mais toi, quand tu es là, tu dis, moi, j'aimerais bien prendre la retraite à 60 ans. Oui, c'est pas possible. Ah bon, mais pourquoi les Chinois Non, mais ils peuvent plus non plus. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors avec... Moi, j'aimerais bien, alors, si on peut pas, est-ce qu'on peut faire la semaine de 4 semaines, de 4 jours? Est-ce que travailler moins, par exemple? Ah non, si on travaille moins, vous comprenez, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi, donc c'est pas possible. Moi, c'est... mais quand est-ce qu'on s'amuse, en fait? Jamais, jamais. C'est pas là pour s'amuser. C'est là pour cracher du profit. Et alors donc, les bonnes aides, ouais c'est ça, donnons les clés du coffre aux plus voleurs d'entre les mecs, ils se cotisent, ils disent, bah dis donc, qui c'est qui est bon là pour voler dans la caisse? Eric, vas-y, tu fais la commission des finances? Oh, vous êtes con, ça va se voir. Non, vas-y, prends les clés, vas-y. Je dis, ok, bon, vous êtes con, hein. Franchement, vous êtes con. C'est comme donner les clés du bar aux alcooliques, on dit aussi. Voilà, c'est un peu ça. Encore un nouveau follower. Merci Zero Day Live. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux pour ce live du monde moderne. On est 321 spectateurs, encore plus nombreux que quand on a commencé. C'est incroyable, c'est phénoménal. Nous rebattons des records. Dans les records, on était à pas loin de 500 quand même, il y a quelques semaines de ça. Donc on peut encore, ça dépend un peu de l'actualité, c'est vrai. Mais je le rappelle pour les nouveaux arrivés, c'est tous les jours à 8h, c'est la revue de presse du monde moderne. Il y a Relâche le week-end. On parle de la presse affiliée aux milliardaires, mais pas que, de l'actualité, comme ça, condensé. Alors parfois c'est plus court, parfois c'est un peu long. Hein, ce matin, j'ai décidé de prendre le temps. Voilà, c'est vendredi. Et puis vous gagnez du temps, vous avez un peu l'info de tout ce dont on va parler après sur les chaînes d'infos en continu, puisqu'il s'appuie beaucoup sur la presse. Et ça permet d'aller... de gagner du temps, d'éteindre les télés, machin, et puis de ne pas prendre d'abonnement. Vous avez directement, prenez un abonnement à la revue de presse du monde moderne, c'est prendre un abonnement à tous ces merveilleux journaux, puisqu'on vous fait la revue de presse tous les matins, avec amour et bienveillance. Donc, faites-en la promo, abonnez-vous, vous pouvez prendre des abonnements via Twitch, elle est en live sur Twitch et puis en différé sur les autres plateformes. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le LOL, la bonne humeur et la communion tous les matins, face aux articles de cours, où quand même on s'est bien marré ce matin quand on parlait Et puis il y a les podcasts, merci Cassiopée. On a plusieurs podcasts dans les Imaginaires du futur, les Guerres de l'ombre. Demain, on va avoir un nouveau podcast de Crime sous Cric où on vous parle du crime organisé. Et puis La République inaltérable, évidemment, qui a changé de format puisque la revue de presse prend un peu le relais de ce podcast qui maintenant est bimensuel, où on vous donne des conseils de lecture et on vous avait conseillé évidemment la guerre civile ou le projet de la guerre civile qui est ce livre sur le néolibéralisme. Voilà, Papa Mouette, merci de vous abonner, salutations aussi. Merci à vous tous. Alors c'est pas fini, hein, cette revue de presse n'est pas finie. Je vais vous parler des 10 mesures pour amener le déficit à 3% en 2027. Ah, on va pas se quitter quand même sur Eric Woerth, hein. Je vais vous remettre Bruno, je préfère la truffe à Bruno, et une truffe plus luisante. Tu sens qu'il aime bien le rebond. Voilà, Bruno le rebond. Regarde. Il est où Bruno? Bruno. Voilà.
Ah, ça c'est mon Bruno, ça. Ça, c'est mon Bruno. Ouais, les robots Lidl, c'était un moment d'anthologie. Hein. Monsieur Connect Cuisine Plus avec la voix de Castex, ça vous en rêvez maintenant. Hein. Non, au monde moderne, on vend des élastiques à fibres. Hein. On n'est pas encore passé au téléachat. Mais on pourrait faire le téléachat du monde moderne. Avec Antoine, on y avait pensé. C'était de vous faire en fait chaque semaine un téléachat des objets qu'on trouve sur Wish et qu'on se demande ce que c'est. Parce qu'il y a tout sur Wish, c'est ça, c'est l'enfer, tout ce continent usine qu'est la Chine qui produit plein de plastique, plein de trucs, voilà. Et on voulait faire un peu la wishlist, ça s'appellerait, et une sorte de téléachat avec moi et Antoine. Donc si vous êtes d'accord, abonnez-vous davantage, et vous aurez le téléachat à partir du moment où on sera 500 tous les matins sur cette revue de presse. Donc on compte sur vous pour exploser les scores et ramener le déficit à 3%. Alors je vais en parler avec Bruno le rebond. 10 mesures pour ramener le déficit à 3% en 2027. Hein. Pas rêver non plus. Alors, l'exécutif prévoit de limiter la croissance annuelle des dépenses publiques à 0,7% en moyenne entre 2023 et 2027. Donc ça veut dire moins d'aide sociale, moins de sous pour les hôpitaux, moins de sous pour les écoles, moins de fonctionnaires, bref, ça veut dire tout ce qu'on aime. Pour y arriver, François Ecal, expert des finances publiques, propose 10 réformes en prenant comme base de comparaison une progression tendancielle des dépenses à politique inchangée, sans changement de la réglementation. D'accord. Voilà, donc c'est son audit. Les économies à réaliser devraient représenter 0,9% de la dépense chaque année, soit environ 12 milliards d'euros par an et 60 milliards sur 5 ans. Voilà. Alors, comment? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit François Ecal? Il y a sa photo, mais je ne vous ai pas mis sa photo parce que bon, c'est le matin, tout ça. Alors, la retraite, d'abord. Première mesure, 7 milliards d'économies. Reculer l'âge de départ de la retraite d'un trimestre par génération. 5 trimestres en 5 ans. Bien. Pour que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui trouvent Macron cool en regardant Macron chez McFly et Carlito, crèvent au travail à plus de 70 ans. Super idée. Donc ça, c'est une économie de 7 milliards d'euros. Et ça a aussi l'avantage de faire crever les vieux plus vite. Hein. Non, ça a l'avantage, d'augmenter l'emploi et donc les recettes publiques à moyen terme. Ah, c'est bien foutu. Putain, c'est 7 milliards en plus. Bonne économie, ça. C'est pas mal, je note. Allez, deuxième mesure, la retraite encore. Indexer les pensions de retraite sur la moitié de l'inflation pendant 3 ans. En clair, cela reviendrait à revaloriser les pensions de 0,8% au lieu de 1,6% par an pendant 3 ans. À la clé, une économie de 8 milliards. Donc, deuxième piste, baisser les retraites. Voilà, ça suffit. De toute façon, gagner assez d'argent, les retraités, ça suffit. Alors, troisième piste, les collectivités locales. Bon, la mesure, limiter la croissance des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, communes, départements et régions. Ah ouais, ils dépensent trop. 5 milliards qu'on pourrait foutre de côté. Hein. Ce qui a déjà été fait, alors il y a déjà eu le quinquennat de Macron, hein, la plupart des collectivités de contrat, ils sont déjà... voilà. Et puis après, ils te disent, est-ce que c'est réaliste ou ambitieux ? Dans la première sur augmenter l'âge du départ à la retraite, est-ce que c'est réaliste ou ambitieux? Relever l'âge de départ est inéluctable. Alors que la France est l'un des pays d'Europe où l'on parle plus tôt. L'acceptation sociale sera conditionnée au fait que la règle soit la même pour tous. Hein, tout le monde en chie, sauf les riches qui ne travaillent pas, mais tout le monde en chie, et vous serez d'accord d'en chier tous. Sinon vous dire, et pourquoi les flics ils partent à 60 ans? Ah ben, c'est pas pareil. Ils sont là pour que si t'es pas content d'en chier comme les autres, tu te prends une balle dans la tête. De LBD. Hein. Donc c'est normal qu'ils partent plus tôt. Ils font le sale boulot. Hein, parce que t'es pas d'accord. Parce que l'acceptation sociale, ça marche pas. Donc voilà. L'autre truc, oui, en clair, diminuer les retraites et puis surtout vous faire bosser jusqu'à la mort. Sur les collectivités locales, réalistes, évidemment, bien sûr, réalistes et pas du tout ambitieux. Quatrième mesure, vous allez aimer, la santé. Ah bah ouais, on est en pleine crise sanitaire majeure, les hôpitaux, ça fait 1 an, 2 ans qui galéraient, les urgentistes étaient dans la rue, ils se sont pris également les gaz lacrymogènes et les LBD. Mais non, faisons des économies sur la santé, 10 milliards d'économies à faire, hein. Limiter à 3% par an la croissance des dépenses d'assurance maladie. Donc arrêtez de rembourser les médicaments des malades, faire payer les malades, c'est une bonne idée aussi. Alors, il faut améliorer la productivité du système de santé. Hein, meilleure coordination des acteurs, réduction des actes inutiles. Donc,
encore plus de néo-management, encore plus de pouvoir aux cabinets de conseil dans les hôpitaux qui ont flingué l'hôpital public. Donc, continuons à flinguer l'hôpital public, on pourra économiser des milliards. Et alors, il faut augmenter la contribution des ménages, évidemment, la hausse du ticket modérateur, un bouclier sanitaire qui protégerait les plus modestes quand même. En plafonnant les restes à charge en fonction des revenus. L'explosion de l'Ondam entraînerait un difficile retour à la trajectoire initiale de 2,3% par an et rend sa réforme inévitable, là encore. C'est pas réaliste ou ambitieux, est-ce que c'est évitable ou inévitable? C'est inévitable. Hein, c'est inéluctable, inévitable. There is no alternative. Donc tu te fais comprendre, en fait, le mec te dit « Ouais, je vais réfléchir à des trucs. » Et en fait, non, mais on est obligé, les gars. Obligé. C'est pas comme si les urgentistes demandaient plus de moyens. Non, on peut pas, ça. Et puis encore, voilà, la France est aujourd'hui le pays d'Europe où le reste à charge est le plus faible. Merde, il faut payer vos médocs. Alors, c'est comme ça. Et le tout gratuit, renforcé par la pandémie, favorise la surconsommation. Eh oui, après, on est là, on adore manger des médicaments. On ne mange que de ça. C'est formidable. 5e mesure, il y en a 10. Hein. C'est chaud. Hein. Non, c'est pas une blague, c'est dans le Figaro, dans le Figaro du jour. Les fonctionnaires. La mesure, réduire les effectifs de la fonction publique, ouais, de 1% par an, ouais, soit 25 000 postes en moins chaque année, ouais, ça c'est bien ça, merde, ça on aime ça, virer des fonctionnaires là, 25 000 par an là, allez, et stabiliser ceux de la fonction territoriale, hein. Et là on pourrait économiser 6,5 milliards d'euros. Alors depuis 80, le nombre d'agents dans les 3 fonctions publiques n'a jamais cessé d'augmenter. Ah, c'est vrai, quoi. Alors, est-ce que c'est réaliste ou ambitieux? Là, t'as un paquet comme ça. Alors, les gouvernements ont presque tous affiché leur volonté de réduire les effectifs publics. Avec sa révision générale des politiques publiques, RGPP, et le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2, Nicolas Sarkozy avait réduit de 136 000 postes les rangs de la FPE, fonction publique d'État. Mais parallèlement, les effectifs ont enflé dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et le solde a finalement été positif, plus 17 000 agents. Même Nicolas n'a pas réussi. Ah là 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 là. François Hollande a fait l'inverse. Hein. Son programme de modernisation de l'action publique, la MAP, a mis les collectivités à la diète. Mais les progrès réalisés ont été plus que compensés par les renforts au niveau de l'État, éducation et sécurité. Enfin, la promesse d'Emmanuel Macron de supprimer 120 000 postes, 50 000 dans la FPE et 70 000 dans la FPT, s'est transformée, avec la fronde des Gilets jaunes et la crise sanitaire, en hausse de 5 000 postes en 2020. Donc, mais enfin, pourquoi qu'ils n'écoutent pas l'Institut, machin, là, qui dit tout le temps qu'il faut tuer les fonctionnaires? Pourquoi qu'ils en mettent à chaque fois plus? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, oui, je suis un peu en roue libre, mais bon, ça va, ça se passe bien. Il faut dire qu'eux aussi sont en roue libre. Hein. Putain, les mecs, c'est des baffes qui se perdent, quoi. Ça fait tout le temps, comment ça s'appelle, l'Institut avec Agnès Verdier-Molinier, là, qui passe son temps à dire oui, l'État, regardez en Allemagne, l'Allemagne, là. Oui, donc il faut arrêter la dépense publique, ça suffit. Bon, c'est exactement ça. Donc l'IFRAP, voilà, l'IFRAP. Elle est en couverture d'ailleurs à Agnès Agnès Verdier-Molinier de l'IFRAP, du Figaro Entreprendre ou Économie, je sais plus. Belle couverture pour vous dire comment bien planquer votre thune quand vous en avez. Bon, donc là, non, c'est encore une fois inéluctable. Hein. Va falloir tuer un paquet de fonctionnaires. Hein. Ouais. 6, encore une mesure qui concerne les fonctionnaires. Cette fois-ci, il s'agit de dégeler le point d'indice qui sert de base au calcul du traitement des fonctionnaires en contenant sa rémunération annuelle. Voilà. En 2017, la Cour des comptes recommandait d'appliquer une hausse égale aux 2/3 du montant de l'inflation. Elle serait limitée à 1/3 chaque année, pour un gain de 5 milliards d'euros en 5 ans. Alors, est-ce que c'est réussi? C'est ambitieux de foutre en l'air, de geler le salaire des fonctionnaires. Oui, alors le gel du point est la mesure la plus efficace pour freiner la progression de la masse salariale publique, mais les gouvernements passent leur temps à compenser le gel en accordant des droits, voire des primes, comme le développement d'une mutuelle pour les salariés de la fonction publique, les primes pour les soignants, etc. Donc ça ne marche pas. Il faut quand même payer les fonctionnaires. Hein. Si on ne peut pas tous les tuer, ne pas les payer. 7. Les subventions. Diminuer les subventions au secteur des transports de l'énergie de 10% pour enflouer les caisses publiques de 3 milliards sur 5 ans. Voilà. 30 milliards annuels d'aide qui compensent les soutiens à la SNCF, plus de 10 milliards, et les subventions aux énergies renouvelables. Alors, réaliste ou ambitieux? Cette mesure semble plus réaliste pour le secteur de l'énergie que pour celui des transports. On atteste les difficultés de l'État à réduire le soutien toujours très élevé accordé à la SNCF. Bonjour, c'est Jean Castex, je suis dans le Paris-Nice de nuit, je donne 30 milliards d'euros par an à la SNCF. Salut Electrib, bonjour tout le monde.
Bah oui, fermons les écoles, c'est vrai, ça coûte trop cher, en plus, ça sert à rien. Ah ouais, après, tu sais, les mecs, ils pourraient être en roue libre, mais vous allez voir, vous croyez que c'est rigolo, mais c'est presque dedans. La 8e mesure concerne les loisirs. Oh putain. Alors, 4 milliards d'euros d'économies qu'on pourrait faire. Réduire de moitié l'écart entre la France et la zone euro concernant les dépenses publiques affectées aux politiques culturelles, sportives ou récréatives. Voilà. 1,4% du PIB en France contre 1,1% moyenne dans la zone euro. Donc voilà, il faut arrêter de subventionner le théâtre, tout ça, ça suffit, les sorties locales. Puis les collectivités peuvent très bien se démerder. Donc pas de loisirs. Hein. L'idée, c'est que vous travaillez jusqu'à la mort et qu'il y ait de moins en moins de loisirs et que vous soyez de moins en moins payés. Bon, ça, on va vraiment faire des économies. Hein. C'est quand même vachement bien pensé, hein, leur truc. Et puis, il faut être d'accord. Il faut être d'accord parce que c'est inéluctable. C'est inévitable. Est-ce que c'est réaliste ou ambitieux? C'est politiquement sensible. Hein. Là, on s'attaque à la culture. Hein. Mais ça paraît réaliste, hein, dans la mesure où il s'agirait d'une coupe de 10% dans les dépenses étalées sur 5 ans. Et puis, comme la culture, bon, tout le monde s'en fout. Hein, bah, pourquoi pas? Voilà, c'est un peu ça. Quand j'entends le mot culture et que je suis néolibéral, je sors mon revolver, c'est un peu ça. Et je fais 4 milliards d'économies. C'est bien fait, non? La dette publique, après, c'est la 9e mesure. 10 milliards d'économies, hein. Poursuivre la baisse de la charge des intérêts de la dette. Voilà, les taux remontent. Donc non, mais pour le moment, ça ne remonte pas. Le taux d'intérêt remonte nettement depuis 2 mois, mais ça pourrait devenir ambitieux. Mais bon, ils le font. Et puis ensuite, dernière mesure, le chômage. Il n'y a pas l'école, ils n'en sont pas encore à fermer les écoles, mais c'est peut-être la 11e mesure cachée, tu vois, de François Heckel. Si la France connaît une croissance de 1,4% entre 2025 et 2027, si, comme prévu par l'exécutif, Bruno à la louche, hein, la baisse du taux de chômage permettra un gain de 3 milliards d'euros entre 2023 et 2027. Diminution mécanique des allocations, voilà, que n'intègre pas la dernière réforme de l'assurance chômage, voilà, amendée au printemps. Et pourtant, il y a beaucoup qui a déjà été fait. Hein. La santé du régime de l'assurance chômage est très dépendante de la conjoncture. Donc c'est pour ça qu'à chaque coup, Bruno, il te dit 5%, 1,5% pour dire que ça va bien aller. C'est pour ça qu'on peut flinguer les droits des chômeurs, puisque ça va bien aller, il n'y en aura plus des chômeurs dans le futur. Et en fait, à chaque fois, c'est « Ah merde, c'est pas du tout ce qu'il avait prévu ». Et à chaque fois, il y a plus de chômeurs. Il dit « Ah mais ils n'ont plus de droits, qu'est-ce qu'on fait ?» On ne fait rien, on a économisé 3 milliards, on est content là, non? Ouais, oui, remarque, oui, c'est pas con. C'est pas con en fait. Ouais. Et là, voilà, faire des économies. L'UNEDIC tablait sur un retour à l'équilibre en 2021, mais patatras pandémie. Déficit de 17,4 milliards et la dette qui va dépasser 70 milliards en 2022. Alors, est-ce que c'est réaliste ou ambitieux de flinguer l'assurance chômage? Tout dépendra de la vigueur de la reprise ces prochaines années et de la capacité du gouvernement à imposer des économies. Alors, la capacité du gouvernement à imposer des économies, salut Maggie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ton petit museau. Oh, ce petit museau, regarde, c'est Bruno. Regarde, c'est Bruno le Rebond. Regarde. Tu aimes Bruno le Rebond. Elle adore, elle est fan de Bruno Le Maire. Elle adore Bruno Le Maire. J'ai acheté des croquettes, j'ai mis la photo de Bruno Le Maire sur le paquet, sinon elle ne mange pas. Quoi. Ouais, tu aimes bien tes croquettes, Bruno le Rebond. Et je lui dis comme ça, il y a 5% de croquettes de plus. Et j'ai fait une économie de 30% parce que j'ai acheté le paquet de croquettes avec Monsieur Cuisine Plus Connect. Génial, j'adore Lidl, c'est génial. Et ben elle aime bien la merde, dit Macron. Salut Demas, merci de découvrir notre chaîne. Melville de Gauche, merci de vous abonner. Bah oui, si vous découvrez notre chaîne, je réexplique, hein, c'est la revue de presse du monde moderne, c'est tous les matins à 8h. Parfois avec des gros soucis techniques, parfois avec un chat, parfois avec Antoine, parfois avec moi, où on vous parle de la presse affiliée aux milliardaires pour vous expliquer comment que ça marche, qu'est-ce qu'on nous prend pour des idiots. Croquettes gonflées au vent, mais oui, 5% de croquettes de plus. Oh, regarde-moi cette petite chatte avec sa petite tête, elle est trop contente, regarde. Voilà, ça faisait... voilà, je l'emmerde. Sinon, si on n'emmène pas son chat, ça sert à rien d'avoir un chat. Et puis le Figaro, propriété du groupe Dassault, qui s'offre quand même une page entière de publi-reportages à la gloire de la famille Dassault. Alors regardez, ils sont tous en photo, là, les champions. Parce que, bah ouais,
la famille Dassault, elle aime la culture. Thierry Dassault, Laurent Dassault, Robert Leblanc, vice-président de la Fondation Notre-Dame, Marie-Hélène Hubert Dassault, Philippe Bellaval, président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Poitrinal, président de la Fondation du Patrimoine. Voilà, Dassault Histoire et Patrimoine, fondation dotée de 50 millions d'euros qui va permettre de financer la rénovation de, par exemple, le Palais de Thau à Reims, la maison natale de Charles de Gaulle à Lille ou l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce dans l'Aude. Voilà, merci Maggie. Merci la famille Dassault d'aimer tant le patrimoine et de vous offrir une page de pub dans votre journal. Je trouve ça super, c'est super swag. Moi, je ferai la même chose quand on aura notre journal. D'ailleurs, je ne fais que ça, de l'auto-promo dans cette revue de presse. Donc, je suis très mal placé pour dire du mal de l'excellente famille Dassault qui vend du Rafale. Évidemment, tout va bien. Bah voilà. Si Maggie regarde les photos, attention. Bon non, elle a pas vomi ce matin. Ça va. Tout va bien. Voilà, c'était donc la revue de presse du Monde Moderne. Attendez, je vous enlève quand même. Je ne suis pas propriété du groupe Dassault, donc il faudrait que je le retrouve et que je l'enlève. Voilà. Moi je suis propriété de ce chat, je crois. C'est plutôt comme ça que ça marche. Et puis de vous tous qui chaque matin êtes de plus en plus nombreux à suivre cette revue de presse du Monde Moderne, à découvrir cette chaîne. Et c'est vrai que ça n'en finit pas. Ça a été très long ce matin, presque 2 heures. Je crois que je tentais de battre un record. J'aurais presque pu battre ce record, mais il y avait de quoi faire quand même entre les déambulations du monarque, Mimi Marchand en garde à vue. On va suivre l'info, tout ça aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous lundi à 8h. Merci d'être fidèle au poste. Prenez soin de vous, de ce que vous aimez, et ne prenez pas ça trop au sérieux. Abonnez-vous surtout et parlez de cette revue de presse au monde entier. Ciao, bonne journée.